c'est tout mignon. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres choses qu'il va falloir évoquer, et notamment les petits problèmes qu'il peut avoir. Donc, c'est un peu l'objet de la journée, la demi-journée d'aujourd'hui, c'est de parler d'effondrement, et puis après des solutions d'aménagement et de gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser notamment les pollinisateurs? Alors, je vais, pareil, attaquer assez rapidement parce qu'on a un gros programme et vous m'excuserez de passer un peu rapidement sur certains points, mais vous aurez le diaporama, vous aurez les éléments, éventuellement les références scientifiques pour vous retrouver les documents sources d'origine. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on avance un petit peu vite sur certaines parties. Donc, en premier lieu, un petit rappel de la biodiversité. En fait, de quoi on parle quand on parle de biodiversité? Est-ce que c'est simplement des organismes ou autre chose? Les causes de l'effondrement qui ne sont pas reluisantes, évidemment, et qu'est-ce qu'on peut faire comme geste, comme gestion, comme aménagement, ou comme non-gestion, d'ailleurs, pour favoriser ces pollinisateurs et la biodiversité plus globalement, d'ailleurs, puisque au regard de la diversité des pollinisateurs dont on a parlé la dernière fois, près de 20 000, 25 000 espèces en France. Évidemment, quand on met des mesures en place qui les favorisent, ça favorise bien plus largement la biodiversité. Alors, cette biodiversité, qui est une contraction de diversité biologique, qui est apparue il y a maintenant un peu plus de 20 ans, 25 ans, elle est définie en évidemment les organismes, les champignons, les bactéries, les insectes, les animaux, les plantes, etc. Mais avant tout, c'est la diversité des gènes, et donc qui est le moteur de l'adaptation et de l'évolution. Et c'est à un autre niveau la diversité des écosystèmes. Donc ça, c'est les trois niveaux principaux de la biodiversité, avec transversalement tous les processus naturels ou processus écologiques que sont les cycles de l'eau, de l'air, du carbone, etc. Et donc, quand on regarde ces fonctionnalités et qu'on se focalise sur les services qui nous sont rendus, on parle de services écosystémiques. Voilà une petite image pour vous montrer quelques exemples de biodiversité, bien qu'il n'y a pas de gène là-dedans, mais qu'il y a un petit peu toutes les déclinaisons que je vous ai indiquées auparavant. Alors, à quoi ça sert cette biodiversité? Évidemment, ça remplit tout un certain nombre de fonctionnalités. Et là encore, les services écosystémiques qu'on en retire consistent évidemment à nous produire ce qui nous permet de respirer, de nous habiller, de manger, de filtrer l'eau, d'augmenter les productions agricoles. Bref, tout ça, ça a été listé. Ce n'est pas exhaustif et c'est quand même dommage de s'arrêter simplement à la fonctionnalité, puisque ça sous-entend qu'il y a une non-fonctionnalité pour certaines, ou en tout cas pas identifiée. Mais ça a été divisé par l'ONU, la FAO, l'organisme qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture à l'ONU, en services d'approvisionnement, de régulation, services culturels et services d'appui. Voilà, je vous laisserai prendre connaissance plus précisément avec ces choses-là. Moi, je voulais juste reciter un exemple de service écosystémique, notamment dans les milieux urbains, puisqu'on a 2 à 3 degrés d'écart entre une ville et sa campagne environnante en moyenne à l'année, avec des pointes à 8, 10, voire 12 degrés, comme ça s'est vu dans le Grand Lyon il y a 2 ans, en cas de canicule. Et donc, évidemment, les plantes, elles vont jouer ce rôle de tempérer le climat par la microbrumisation, par l'ombre, etc. Elles vont capter l'eau de pluie, la redistribuer en période de sécheresse. Bref, c'est assez indispensable à modifier nos conditions de vie. Donc voilà, une petite image que vous avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux qui montre la différence d'une ville avec ou sans nature, et évidemment toutes les fonctionnalités positives ou négatives qui sont associées. Et sous ça, ça sous-entend que les plantes, et en particulier les ligneux, les grandes plantes, les arbres, sont un des seuls remparts contre l'embrasement climatique et les changements globaux, ou en tout cas atténuer ces effets de façon significative. Le service écosystémique ou la fonctionnalité écologique qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la pollinisation. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des pollinisateurs? Parce que la pollinisation, c'est indispensable à la reproduction de 9 plantes sur 10, donc c'est ni plus ni moins que le maintien des paysages. Les 3/4 des espèces cultivées, et essentiellement tout ce qui est fruits, légumes, oléagineux, etc. Évidemment, c'est la diversité, puisque l'essentiel du tonnage, du volume produit, sont des céréales, des graminées, comme le maïs, le blé, etc. Et ça, c'est un préalable indispensable, évidemment, à la production de la descendance qu'on appelle des graines, des pépins, des noyaux, et qui sont enfermés dans le fruit. Bon, voilà pour la première partie introductive, très rapide, mais on a un sérieux problème, vous le savez, ça va être le deuxième point, la deuxième partie, c'est les causes de l'effondrement de ces populations d'insectes pollinisateurs, et d'ailleurs causes qu'il est tout à fait possible d'élargir à l'ensemble de la biodiversité. Donc, globalement, on va parler des causes du déclin ou de l'effondrement, ce qui est quand même un terme plus approprié, avec des illustrations en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque j'ai des cartographies de la DREAL qui nous permettront d'avoir un regard assez précis sur ces choses. La problématique des pesticides, évidemment qu'on ne peut pas zapper, et puis la compétition qui existe entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages, dont vous avez probablement entendu parler, donc on fera un petit point là-dessus.
Voilà, pour introduire cette deuxième partie, vous vous rappelez sans doute qu'une publication en 2017 indiquait qu'on avait perdu entre 76 et 82% de la biomasse des insectes volants. Alors, c'était simplement la biomasse, intéressant, mais c'était quand même assez limitatif par rapport à tout ce que pouvait représenter la diversité, l'abondance, le nombre d'individus. Mais s'agissant des abeilles domestiques, on a une perte de 25 à 30% des abeilles des colonies chaque année, notamment chaque hiver. C'est des chiffres qui peuvent être très variables en fonction des pays. Et depuis la publication de la liste rouge des abeilles d'Europe, dont seulement 46% a pu être évalué faute de moyens, donc ça laisse 54% non évalués en data deficient, et ça sous-entend que ce n'est pas de bon augure. Et sur ces 46% évalués, il y en a près de 10% qui sont menacés d'extinction à court terme, et ça monte à 30% pour les bourdons. Évidemment, ce sont des espèces qui sont plus liées aux altitudes et aux latitudes élevées, donc plus soumises au changement et au réchauffement du milieu que d'autres espèces plus thermophiles. Mais en 2019, il y a une autre étude un peu plus précise qui est parue dans Nature et qui suivait pendant 10 ans 150 prairies, 140 sites forestiers et qui a montré une perte, vous voyez, de biomasse, d'abondance assez significative. Alors, si on oublie l'abondance, on se rend compte, puisque la perte d'abondance n'était pas significative dans les sites forestiers, on se rend compte que malgré tout, c'est près d'un tiers des espèces qui a disparu en seulement 10 ans. Et vous voyez que 78% de l'abondance a réduit dans les prairies, donc c'est 80%, c'est 8 individus sur 10 qui ont disparu, ce n'est pas sur 30 ans, mais c'est probablement sur 10 ans. Et évidemment, c'est encore en train de s'accélérer, de s'empirer, et ça, à l'échelle de l'ensemble des groupes qu'on observe, et si on regarde les chiffres de l'IUCN, vous voyez qu'à peu près tout est en danger, menacé d'extinction pour un certain nombre d'espèces plus sensibles, et que rien ne va plus, que la catastrophe écologique qui est en cours détruit 100 à 1000 fois, voire 10 000 fois pour certains auteurs, plus rapide que la normale. Et cette petite courbe nous montre en gris, c'est pareil, un article publié dans Nature, vous aurez toutes les références, vous pourrez aller chercher les détails si vous voulez. En gris, c'est si on continue pareil, business as usual. Et puis en orange, c'est si on augmente les efforts de conservation, vous voyez que ça ne va pas changer grand-chose et qu'on aura du mal à stabiliser la problématique. Et en vert, si vraiment on a des efforts de conservation, des consommations soutenables et des productions soutenables, à ce moment-là, on pourra peut-être établir à l'horizon 2100 le niveau qu'on a connu en 2008. Donc pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est ça qu'il va falloir faire, ni plus ni moins, pour essayer de leur rendre une terre simplement vivable. Et évidemment, les rapports du GIEC publiés l'année dernière et qui ont été complétés par le 7e rapport en début d'année, il y a quelques semaines, sont assez catastrophiques. On est dans un scénario entre 3,4 et plus 5,2 et certainement plus, pas 1, 5 ou 2 comme les gouvernements ont tendance à le dire. Et on est probablement sur le haut de la courbe, ce qui sous-entend que d'ici 2100, si on est à plus 5 degrés, la Terre, l'essentiel de la Terre sera plus vivable. Pour vous donner un élément de comparaison, il y a quelques dizaines de milliers d'années, la Terre était 4 degrés inférieure et il y avait 3 kilomètres de neige et de glace au-dessus de l'Europe du Nord. Voilà ce que c'est que 4 degrés de moins. Donc, on peut imaginer que 5 degrés de plus, ça transforme l'essentiel de la Terre en un désert. Alors, tous ces organismes, l'IPCC, qu'on appelle le GIEC en France, ou l'IPBES, qui sont les plateformes intergouvernementales pour le climat ou pour la biodiversité, nous prédisent des retombées catastrophiques, inévitables évidemment. Nous sommes de changer de modèle le plus rapidement et de dépasser les intérêts particuliers. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On lit les rapports ou on les range et puis on remet toujours à plus tard parce qu'il y a toujours évidemment des choses bien plus importantes, notamment s'agissant de l'économie, à prendre en compte. Alors maintenant, c'est l'ONU qui s'y met par la voix de son secrétaire général et qui nous indique des choses qui sont quand même assez alarmantes, qu'il appelle l'ensemble des États à déclarer l'urgence climatique, on pourrait aussi parler d'urgence naturelle ou de biodiversité ou biologique, et de viser la neutralité carbone immédiatement, qu'on est en train de creuser notre propre tombe, qu'on est face à un mouvement de vérité, et que surtout, les pays riches, les pays dits riches et développés, qui se réunissent dans le G20, ont une responsabilité particulière, puisqu'évidemment, ils représentent 80% des émissions. Je vous invite à aller voir d'ailleurs un livre qui vient de sortir, il me semble aujourd'hui ou hier, qui a été produit par bon pote Thomas Wagner et tout un tas de ses collègues, qui a été même relayé par le CNRS auprès des sénateurs et des députés, et qui vulgarise sur le changement climatique. Voilà une des cartes qui est extraite de son site. Je vous invite à les suivre, ils sont assez pertinents et plutôt bien fournis en bibliographie. Et vous voyez que sur la carte du haut, l'essentiel des émissions cumulées sont dues à l'hémisphère nord et aux pays riches. Et vous voyez sur la carte du bas que l'essentiel des vulnérabilités et des problèmes induits sont dans l'hémisphère sud et sur les pays pauvres. Donc c'est un peu le paradoxe, on est responsable de la pollution et eux, ils sont victimes des conséquences. Alors qu'est-ce que c'est que ces causes?
de l'effondrement de la biodiversité, ici comme ailleurs, c'est évidemment les pollutions industrielles, les pollutions agricoles, domestiques, la pollution lumineuse, évidemment, qui n'est pas négligeable non plus, qui est d'ailleurs un des facteurs de déclin important pour la faune nocturne. Je vous rappelle que 28% des vertébrés sont nocturnes et 64% des invertébrés. Donc, comme il y a beaucoup plus d'invertébrés, c'est évidemment la grande majorité des animaux qui vivent la nuit. Et donc, on comprend facilement que si on éteignait la journée, ça poserait des problèmes. On peut tout à fait aussi facilement comprendre qu'allumer la nuit, ça pose des problèmes aux animaux qui vivent la nuit. Et la destruction et le morcellement des habitats, voilà les deux causes principales qui sont reliées par d'autres, évidemment, l'embrasement climatique, l'introduction d'espèces, la surexploitation des ressources. Mais je tiens à préciser déjà que l'embrasement climatique et les changements induits sont une des conséquences de ces deux premières causes. Et donc, inverser l'embrasement climatique, c'est aussi lutter efficacement contre les causes de destruction et d'effondrement de la biodiversité. Et même dit autrement, si on lutte efficacement contre la chute et la perte de biodiversité, on pourra avoir des effets non négligeables sur le changement de climat. Donc, c'est une inversion qui ne tient qu'à nous, des choix individuels, des choix de société, des choix collectifs, des choix d'entreprise. À nous, à vous, de mettre tout en œuvre pour pousser nos élus, nos décideurs, nos patrons, nos amis, nos voisins, notre famille à modifier nos conditions de vie. Parce qu'évidemment, c'est lié à la production de nourriture, la production de vêtements, le mode de vie ou la méconnaissance ou parfois le profit ou le mépris, puisque les destructions des habitats est liée à l'agriculture, à l'urbanisation et à la banalisation des milieux. En France, concrètement, puisqu'on a des chiffres, depuis 100 ans, on a perdu entre 1,5 et 2 millions de kilomètres de haies. Alors pour ceux, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui ne se rappellent pas bien du tour de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. 2 millions, ça veut dire 50 fois le tour de la Terre en kilométrage de haies coupées en France. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On a drainé les 2 tiers des zones humides en France et 85% au niveau planétaire, c'est un chiffre de l'IPBES. Et puis on continue de ravager des hectares de prairies naturelles pour faire des prés d'embauche et pouvoir manger de la viande pas chère mais de mauvaise qualité matin, midi et soir, parce que souvent on a remplacé les prairies naturelles par des prairies d'engraissement avec une vitesse d'artificialisation des sols qui est encore de 9 à 10 mètres carrés par seconde et qui varie entre 35 et 50 000 hectares de terre artificialisée chaque année en France. Donc on a perdu les bocages, ces zones collinéennes dans lesquelles il reste encore des arbres et des haies parce que sinon ça s'effondrait et pour les ruptures de pente, on les a quand même conservés. Voilà à quoi ressemble une vraie champêtre. On a perdu aussi ces milieux un peu particuliers qui étaient les landes à calunes, qu'on a intégrés, qu'on a amendés, qu'on a intégrés aux champs et au système de production. On perd les zones humides par l'abandon des paysans qui n'ont plus le temps pris à la gorge, sous-payés, plus haut taux de suicide parmi les CSP en France, avec une ferme qui met la clé sous la porte toutes les 20 minutes depuis 10 ou 20 ans. Voilà, on est dans un contexte assez alarmant. Il manque 3 à 500 000 agriculteurs. Il y en a la moitié qui sera à la retraite d'ici 10 ans et trop peu pour les reprendre. Eh bien, évidemment, ils n'ont pas le temps de curer les mares et de les nettoyer. Ils ont d'autres systèmes pour abreuver leur bétail. Et toutes ces zones ont été laissées à l'abandon et sont dans un processus de renaturation. Évidemment, c'est normal de refermeture du milieu, de colonisation des végétaux, d'intégration des ligneux et d'assèchement de l'espace, puisque ce sont des espaces comme les prairies, des espaces temporaires. La France et l'Europe occidentale, la nature a un job dans ces paysages-là, c'est de fabriquer de la forêt. Donc, quoi qu'on laisse, que ce soit une zone humide ou une prairie, elle va être embroussaillée, les arbustes vont apparaître, les arbres, et tout ça va se refermer, puisque c'est le climax, le stade d'évolution fixe et stable qui est sous nos contrées. Ce n'est pas le cas sur l'ensemble de la planète. Voilà d'autres exemples de zones humides, comme un exemple en Dombes. D'ailleurs, pour les plus pertinents et botanistes d'entre vous, vous remarquerez certaines espèces invasives, au moins au premier plan, avec le nénuphar blanc, en arrière-plan avec la verge d'or américaine, et puis derrière ces lignes de conifères tout à fait classiques qu'on plante un peu de partout et qui viennent prendre la place de tout un tas de haies aux fonctionnalités diverses et variées. Les prairies sèches, il en reste encore, malheureusement de moins en moins, parce qu'on a tendance à les engraisser pour augmenter la production, évidemment, mais faire chuter la qualité. Donc on peut se demander si on veut manger beaucoup plus et en jeter beaucoup à la poubelle, ou manger moins et mieux de façon qualitative, tout en évitant le gaspillage. Voilà, c'est des questions qui se posent, mais qui sont notamment mises en cause dans l'effondrement de la biodiversité et des pollinisateurs précisément. Les zones de cailloux qu'on fait exploser encore à coup de dynamite pour pouvoir augmenter les champs, les productions et pouvoir vendre du fromage à l'autre bout de la planète. Voilà, est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui a du sens, du bon sens ou de la cohérence? On peut se poser la question. Et puis les prairies de montagne qu'on élève au niveau des espaces les plus naturels, les plus sauvages. Je tiens à vous dire que l'ensemble du pâturage qui est mené dans les hautes altitudes, les hauts alpages, que sont les centaines de milliers de moutons et les dizaines de milliers de vaches qui intègrent les Alpes
Alpes, les Pyrénées en été, viennent tous déposer des excréments, ça c'est pas très grave, mais des excréments sur des espaces concentrés avec un piétinement qui modifie la composition du sol et la flore du sol, et surtout dans leurs excréments, il y a la plupart du temps des produits, des vermicides qu'on appelle vermifuges, mais qui sont des biocides réellement et qui tuent les vers intestinaux, mais qui tuent aussi les vers de terre, qui tuent les bousiers, qui tuent les abeilles, puisque vous vous rappelez que 70% des abeilles nichent dans le sol. Donc c'est pas du tout reluisant, même là-haut, il reste encore des espaces intéressants, il reste un peu de flore, mais évidemment, il y a beaucoup d'espaces de montagnes dits protégés qui sont quand même assez catastrophiques. Donc les paysages au XXe siècle, ils ont évolué, comme vous l'avez tous vu, constaté ou appris. Et déjà, la première image, on est déjà dans un système qui est déjà bien contraint, où la sinuosité des chemins, des ruisseaux, etc., a été rectifiée, c'est d'ailleurs le terme approprié. On a canalisé ces choses-là, on a arasé les terrains, nivelé, réduit les haies et les boisements à peau de chagrin pour pouvoir augmenter la mécanisation, l'usage de la chimie. Et donc, évidemment, les guildes d'animaux qui étaient associés ont disparu et seuls les animaux à grande capacité de déplacement sont capables de se maintenir sur ces espaces. Donc, évidemment, là, il est tout à fait question d'inverser ce processus en formant des agriculteurs à produire autrement, différemment, en intégrant la nature, en formant les consommateurs à payer plus cher, puisqu'il va falloir inévitablement poser cette question du coût des denrées alimentaires et réélever les salaires des paysans pour qu'ils puissent se limiter la chimie et la mécanique. Évidemment, ça veut dire plus de monde dans les champs, et la main-d'œuvre, c'est ce qui coûte le plus cher. Alors, ce n'est pas qu'une vue d'artiste, parce que voilà une vue prise d'avion, et on est un petit peu au nord-est de Paris. Vous voyez que ce n'est pas reluisant non plus, et que la cartographie qu'on avait est tout à fait réaliste, et qu'on a des zones comme ça de plusieurs kilomètres à dizaines de kilomètres qui sont complètement ravagées par des modes d'agriculture intensive. Et encore une fois, je ne tiens pas à agresser les agriculteurs là-dessus, mais bien la société qui leur a demandé ça, qui les sous-paye pour faire ça et qui les forme à faire ça. Si on s'en tient sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une carte qui a été récupérée sur le site de la DREAL, donc le pendant local du ministère de l'Environnement, vous connaissez tous, on se rend compte qu'en orange, c'est tout ce qui a été urbanisé jusqu'en l'an 2000, donc à peu près 2000 années d'urbanisation. Et en rouge, c'est ce qu'on a urbanisé entre 2000 et 2012, 12 années. Voilà, et vous voyez le grand trait au nord-ouest de Lyon, c'est la 89, et vous voyez qu'on n'a pas fini et que les vitesses d'artificialisation sont encore pires qu'avant, et on est en train de perdre les dernières ressources qui nous restaient même dans cette belle et grande région. D'ailleurs, sur cette deuxième carte, vous voyez que seuls en bleu clair, les espaces naturels sont des espaces qui vivent seuls, sans la main de l'homme et qui n'ont pas été modifiés, et c'est grosso modo en haut des montagnes, là où on n'a pas pu aller exploiter. Donc c'est assez terrible comme constat, et du reste, si on regarde sur ce même site quelle est l'origine des surfaces qui sont modifiées, puisque c'est ça qui peut être intéressant, on urbanise, mais on urbanise et on artificialise, mais quel type de milieu? Ce qui est vraiment terrifiant, c'est que ce sont essentiellement des zones agricoles de production avec des périmètres hors irrigation et des prairies et des surfaces qui sont toujours en herbe à usage agricole. Mais là aussi, on pourrait se dire, OK, on les détruit, mais peut-être qu'on en fait quelque chose encore de mieux, comme une forêt et un réservoir de biodiversité. Donc, deuxième carte, deuxième diagramme issu encore du même site, eh bien pas du tout. Vous vous rendez compte qu'à 73%, ces zones extrêmement riches agricoles, on en fait des mines, des décharges, des zones urbanisées, des zones industrielles, commerciales ou des réseaux de communication. Donc c'est assez terrible le bilan, et il s'exprime aussi, si on regarde l'urbanisation de la métropole de Lyon entre 1950 et 2015, vous voyez que ça a littéralement fondu. La nature, elle a été récupérée par les zones artisanales, par les zones pavillonnaires, par la ville qui a grandi, et les tout petits villages qui étaient loin et séparés du Grand Lyon dans les années 50 sont aujourd'hui partie intégrante du maillage urbain. Dans le même temps, on s'est dit que ce serait bien quand même de pouvoir vendre des fleurs, voire des fleurs inutiles, voire des fleurs délétères, mais c'est ce qu'on appelle l'artificialisation des ressources, avec évidemment des espaces qui sont très chronophages, qui demandent énormément d'eau et qui coûtent de l'argent, du temps et donc de l'écologie et de la ressource alimentaire, avec des effets délétères. Je vais préciser tout ça. Évidemment, on peut aller bien plus loin lorsque les artistes s'y mettent. C'est particulièrement technique, parce que c'est toutes des plantes que vous avez là-devant, mais évidemment, en termes de fonctionnalité écologique, c'est assez limité. Alors, ont été remplacés pour une part par ces espaces-là très modifiés, très jardinés, par des prairies mellifères, apicoles, qu'on trouve aussi dans les espaces agricoles, où tout bon quidam va dans une pépinière et puis demande ou achète ces fameux mélanges destinés aux abeilles et aux papillons pour sauver la biodiversité, et finalement, sans jamais se poser la question, ou sans savoir, c'est souvent par ignorance qu'on pêche, et c'est
plus problématique quand c'est du côté des vendeurs, sur quelle est la composition de ces plantes. Est-ce qu'elles sont stables? Est-ce qu'elles vont se ressemer? Est-ce qu'elles sont indigènes? Est-ce qu'elles sont nutritives? Ou est-ce qu'elles ont d'autres effets? Alors, je vais y revenir à ces plantes exotiques, mais je voudrais aussi vous parler d'une espèce indigène, tout à fait indigène, que vous reconnaissez probablement ici, alors qu'elle n'a plus rien à voir avec la forme d'origine. C'est le bleuet, qui est une petite centaurée bleue. Voilà, le bleuet, normalement, a une rangée de pétales. Il est très attractif, très nutritif pour les insectes. Il attire une grande diversité. Mais évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de modifier ça parce que la nature, elle fait les choses qu'à moitié. Donc, on a sélectionné des tares génétiques pour augmenter par 2, par 3 le nombre de pétales. Puis, on s'est dit que bleuet, c'était bien, mais si on pouvait faire des rosets, quelque chose d'une autre couleur, ou des bleus foncés, ou des violets, enfin voilà, essayer de modifier un petit peu tout ça pour rendre la nature quand même un peu plus jolie, un peu plus attrayante. Bon, bien évidemment, quand on force une plante à fabriquer des éléments surnuméraires, notamment des pétales dont elle n'a pas besoin, il y a d'autres choses qui vont être moins présentes en moins grande quantité ou en moins bonne qualité, et c'est le cas du pollen et du nectar quand il est accessible. Parce que évidemment, si on regarde les pompons, vous voyez l'exemple de droite, on part de roses qui, sur toute la planète, ont 5 pétales, ou bien de chrysanthèmes qui sont finalement des cousins des marguerites, ou bien de soucis qui, quand ils sont ouverts, ne posent pas de soucis aux insectes. Quand ils sont refermés, c'est quand même plus délicat. Et les fameuses œillets d'Inde, des roses d'Inde, qui, pareil, sont des plantes à corolle ouverte, facilement accessibles aux insectes et pour lesquelles on a multiplié pour en faire des gros pompons et pour lesquels, évidemment, les pièces florales, les pièces sexuelles ne sont plus accessibles et la nourriture qui va avec non plus. Alors, je vous ai parlé des exotiques parce qu'il y a quand même quelques problèmes avérés. Évidemment, à prendre des organismes et les déplacer à plusieurs milliers de kilomètres de leur lieu d'origine, on peut se douter que ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment aux insectes qui viennent butiner et qui sont habitués, qui ont coévolué avec des organismes. Et c'est le cas, par exemple, de Smorosphinx qui butine, comme c'est le cas sur la fleur du haut, une saponaire, qui rentre, c'est un papillon de nuit, mais qui butine 2 jours en général, très rapidement dans les fleurs en faisant du vol sur place, qu'on prend souvent pour un petit colibri dans les jardins. Et quand il va butiner cet onagre speciosa, qui est une plante ornementale, il arrive à rentrer en forçant sa trompe, mais il n'arrive plus à sortir et il meurt pendu par sa trompe. Donc, évidemment, ça ne va pas, c'est pas la cause essentielle de ravage de la nature. Ça sélectionnera probablement des Morosphinx à trompe plus fine, mais bref, ça viendra mettre des bâtons dans les roues à la nature qui n'en a pas besoin aujourd'hui. Vous l'avez largement vu. Je ne vais pas vous en faire tant que ça, mais le lambda, qui est une petite noctuelle, ici, qui est accroché à un arrogia porte-soie, pareil, il n'arrive pas à sortir sa trompe et puis il essaye de s'envoler, il finit par mourir d'épuisement. On a aussi d'autres problèmes avec des plantes comme les tilleuls argentés qu'on importe largement d'Europe de l'Est, le tilleul de Crimée, et qui est une plante adaptée à des milieux chauds et secs. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'introduit dans les villes, puisqu'elle est sur le papier plus résistante à la sécheresse et à la chaleur, sauf qu'en cas de stress hydrique, et c'est évidemment le cas chaque année maintenant dans les centres-villes, elle coupe ses robinets à nectar, mais elle continue évidemment à émettre des réflexions, puisque les pétales reflètent les ultraviolets, elle continue à émettre de l'odeur, et surtout qu'on n'en plante pas un par-ci par-là, mais on en plante parfois 100 ou 200 à côté, donc ça émet des odeurs et des capacités d'attraction à grande distance. Les animaux viennent et tournent en cherchant de la nourriture qui n'existe pas et finissent par mourir d'épuisement. Bon, selon la littérature en France, on trouve l'abeille mellifère et à peu près 256 espèces d'insectes qui meurent au pied des tilleuls argentés les étés caniculaires. Voilà, c'est assez catastrophique et je vous invite aussi à aller voir les tilleuls argentés qui peuvent vivre à côté de chez vous dès le mois de juillet, puisqu'il fleurit un petit peu plus tard par rapport au tilleul indigène. Il est facile à reconnaître, il est tomenteux sous sa feuille, donc il a des petits poils blancs, ce qui lui donne cette couleur grisâtre. Évidemment, je vous ai parlé de la pollution, on ne peut pas y couper. La pollution, c'est aussi lié à notre mode de production agricole et donc à ce qu'on mange et ce qui nous habille. C'est lié évidemment aux productions industrielles, aux activités domestiques et puis au transport, qu'il soit du transport du déplacement ou du transport de marchandises. Bon, le problème, évidemment, il est surtout prégnant pour les intrants de synthèse, que ce soit les pesticides et les engrais qui sont issus de la pétrochimie et qui sont largement utilisés et usités par l'agriculture, mais aussi par l'horticulture, également dans les cimetières et les terrains de sport qui ne sont toujours pas couverts par la loi Labbé, qui interdit les traitements dans les espaces privés d'abord, puis dans l'espace public, et qui devrait aujourd'hui intégrer les cimetières à partir du 1er juillet 2022. Il est temps. Voilà, évidemment, les pollutions routières et ménagères aussi. Alors, on se rend compte que la France reste encore un des premiers consommateurs mondiaux et européens, évidemment, de pesticides, avec près de 50 000 tonnes utilisées par an.
Et le chiffre que vous avez en dessous, il est de 2007. Donc, on peut se dire qu'évidemment, ou malheureusement, les choses n'ont pas évolué dans le bon sens. C'est une source qui provient de l'Institut français de l'environnement, sous l'égide du ministère de l'écologie de l'époque, qui montrait qu'en 2007, 91% des eaux de surface et 59% des nappes phréatiques contenaient des traces de pesticides et de métaux lourds. Donc, évidemment, c'est non plus pas très réjouissant. Alors, évidemment, les gouvernements et les différents dirigeants nous mettent en place des systèmes révolutionnaires pour réduire, et c'est le cas du protocole du projet Ecophyto 2018, dont l'objectif était de réduire de 50% la consommation de pesticides entre 2008 et 2018. Ça s'est mis en place à la suite du Grenelle de l'environnement de 2007. Bon, le résultat, il n'est pas là, hein, parce qu'entre 2008 et 2018, on a augmenté de 22 et on a augmenté de 24 entre 2018 et 2019. Ce qui fait qu'au lieu de réduire de 50%, on a augmenté de plus de 40%. Donc là, on avait un objectif de réduire de 25% pour 2020. On n'y est évidemment pas arrivé. Et l'autre objectif, c'est de réduire de 50% pour 2025. Vous voyez à quel point c'est entraînant. C'est que peut-être, et on n'a pas pris la bonne voie, peut-être on arrivera en 2025 à revenir au niveau de 2008. Donc c'est plutôt catastrophique. Pour ça aussi, pour aller un petit peu plus loin, je vous invite à aller voir ce recueil des effets non intentionnels des produits phytosanitaires qui est coédité par l'UIPP, l'Union de l'industrie de la protection des plantes, qui est le consortium Bayer, Syngenta, Monsanto, Dupont de Nemours, Limagrin, etc., et qui est une publication coéditée par l'ACTA, l'Association de coordination technique agricole, et de laquelle vous avez un gros volume, 200 pages de molécules qui sont indiquées avec tous les effets non intentionnels. Et si on prend par exemple la deltamétrine, qui est un des insecticides à large spectre, un pyrétrénoïde de synthèse, encore un beau mensonge des agrochimistes, on se rend compte qu'il y a 4 pages d'auxiliaires, de familles d'auxiliaires, les coccinelles, les abeilles, les carabes, etc., les cicindèles, qui sont tués par la deltamétrine, et 4 acariens ravageurs qui sont favorisés par la deltamétrine. Donc en fait, ces gens-là nous vendent des produits qui sont extrêmement toxiques et dont on sait qu'ils sont très peu efficaces, voire contre-productifs, mais on continue à les vendre et les utiliser à tour de bras. Alors ils ont toujours dans leur poche des choses à nous vendre, comme ces fameux néonicotinoïdes qui ont une action neurotoxique sur les animaux, avec des effets parfois décalés à 5 ou 10 ans. On a plus de 1200 publications scientifiques qui montrent ces effets et les effets dans le temps. Et évidemment, même s'ils ont été interdits, on sait que pour la betterave, ils ont été remis au goût du jour temporairement, mais ça fait déjà 2 années que la temporalité est remise sur la table et qu'on relance ce produit, qui sont les produits les plus puissants que l'homme n'ait jamais créés. Et pourtant, si on écoute ce que nous dit l'ANSES, donc pas encore une association de défense de la nature, hein, mais dans 78% des cas d'utilisation de néonicotinoïdes, il existe des solutions non chimiques. Et donc, évidemment, c'est assez perturbant de se dire qu'on utilise la molécule la plus puissante que l'homme ait jamais créée, puisque à l'échelle d'une abeille, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse, les pollinisateurs et les abeilles dans le contexte actuel, eh bien, on se rend compte que la dose létale est d'1 nanogramme par kilo, 1 milliardième de gramme par kilo. Ce qui veut dire que si une abeille faisait le poids et la taille de la tour Eiffel, la dose mortelle, c'est une pièce de 2 euros. Je vous invite, encore une fois, à aller sous la tour Eiffel, sortir une pièce de 2 euros et de comparer ça, et vous verrez ce que veut dire 1 milliardième de gramme par kilo. Donc, c'est des produits qui sont évalués entre 5 et 10 800 fois plus toxiques que le DDT. Pour les détails, je vous invite à rejoindre les publications du professeur Bonmatin, du CNRS, de l'ANSES et de tout un tas d'organismes internationaux d'expertise, et qui pourra vous montrer les effets délétères, catastrophiques des néonicotinoïdes sur l'ensemble des organismes qui ont été testés. Qu'est-ce que ça fait, ces choses-là ? Une résistance des insectes, une rémanence dans le sol, dans les plantes, parfois, je vous l'ai dit, avec des années de décalage, 5 à 10 ans, une synergie entre les molécules, puisqu'on teste le glyphosate, mais on ne teste pas le Roundup, donc on ne teste pas les adjuvants, on teste certains insecticides ou certains fongicides, et encore qu'on pourrait revenir sur les modalités de test, mais on ne les teste pas ensemble, donc il y a des effets de synergie, de recombinaison, et des effets cocktails qui sont assez catastrophiques, donc une toxicité, une mortalité directe, des doses sublétales qui vont entraîner une mortalité indirecte et différée dans le temps. Et tout ça, c'est ni plus ni moins que de la perte de biodiversité, la perte de fonctionnalité et donc de services écosystémiques. Heureusement, non, malheureusement plutôt, la représentation nationale était là pour faire rempart, et vous constatez qu'à la grande majorité, ils ont voté pour la réintroduction des néonicotinoïdes en France, alors que pourtant 70% de la population y était opposée. Alors, pourquoi je vous parle de ces produits-là ? Parce qu'en fait, s'agissant des abeilles, depuis 2006, je fais référence à un article de Nature, vous voyez que les abeilles sont carencées, les abeilles mellifères, mais on peut extrapoler aux autres espèces évidemment, les abeilles mellifères sont carencées en gènes qui codent pour les enzymes de détoxification. Ça veut dire qu'elles ont perdu la capacité de nettoyer les molécules toxiques qu'elles ingèrent, puisqu'elles sont censées pas en ingérer, étant donné qu'elles mangent uniquement ce qu'il y a dans les fleurs, du nectar et du pollen, et qu'il n'y a pas de plantes qui ont des produits toxiques, sauf quelques exceptions sur les 350 000 espèces, et donc elles ont perdu ce gène inutile.
Donc, ce sont les premières à mourir avant les autres, et c'est assez catastrophique, évidemment. S'agissant des butineuses, on a cette désorientation, cette modification de la qualité, de la sensibilité gustative, ce qui est plutôt problématique pour retrouver sa ruche ou trouver les fleurs à butiner. Et puis, évidemment, les cocktails explosifs dont je vous ai déjà parlé, avec un effet sur les colonies de perte importante de production, puis de perte de colonies. Hein, c'est les 25 à 30% de ruches qui disparaissent chaque hiver. Mais s'agissant des espèces sauvages, comme on l'a vu, la plupart sont solitaires. Les butineuses sont les pondeuses. C'est-à-dire que si les butineuses sont infectées, on a un arrêt net de la descendance de l'année suivante. Et donc, on a des effets qui sont évidemment décuplés sur les espèces sauvages par rapport à l'espèce domestique. Je vous rappelle qu'on a une espèce d'abeilles domestiques en France et qu'on a 1000 espèces d'abeilles sauvages et qu'on a 20 à 25 000 de floricoles potentiellement pollinisateurs si on compte les papillons, les coléoptères et les diptères et les autres hyménoptères avec. Malheureusement, et là, je ferai référence à une autre étude qui a été publiée pareil en 2006 dans Science et qui montre que les effets sont déjà visibles sur la flore puisqu'on a un léger repli de la flore entomophile, hein, la flore qui bénéficie du passage des insectes pour le transport de son pollen, une légère augmentation de la flore anémophile dont le pollen est transporté par le vent et qui est son direct concurrent, et une stagnation des plantes autogames puisqu'elles ne rentrent pas dans cette compétition. Donc évidemment, ce n'est pas des plus 10 ou moins 10%, hein, c'est des petites variations, mais à l'échelle de quelques années, on voit ça et on peut malheureusement extrapoler sur ce qui pourrait se passer dans les 10, 20 ou 50 ans à venir, et c'est encore une fois assez catastrophique. Il ne faut pas oublier dans tout ça la pollution lumineuse. Je vous en ai parlé en introduction, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà une image de l'Europe. Vous constatez les bienfaits de l'éclairage nocturne et de la vie devant les écrans et devant les lampadaires. Bon, il y a des solutions qui existent. Les lampadaires de gauche, normalement, sont plus vendus, mais évidemment, il y a encore tout un tas de communes qui les achètent parce que ça coûte moins cher que les autres. Mais là, on éclaire plutôt le ciel. Ça ne sert pas à grand-chose. Il y a donc pas mal de combines qui peuvent être menées, hein, notamment des réflecteurs, des détecteurs, des lampes qui émettent dans les longueurs d'onde qui attirent moins les insectes. Bref, il y a tout un tas de choses à faire, mais ça nécessite de mettre la main à la poche et peut-être de faire des choix politiques. On a déjà parlé de ça, donc je ne vais pas y revenir. Je voulais juste rappeler que c'est une conséquence des deux premières causes et qu'il faut s'attaquer à la perte de biodiversité pour pouvoir s'attaquer au changement du climat. Parmi les autres causes d'extinction et d'effondrement de la biodiversité, on avance les espèces invasives, hein, qui sont, alors je tiens à le préciser, des espèces qui vont trouver des conditions favorables dans ces milieux qui ont été perturbés, dans ces milieux anthropisés, qui ont été modifiés, qui ont été pollués, qui ont été artificialisés. Et c'est là-dedans qu'elles ont des capacités plus compétitives que certaines espèces indigènes. Elles sont rares, mais il n'y en a pas beaucoup au regard des espèces présentes. Mais quand elles s'installent de façon durable. Et bien entendu, dans un milieu très vif, très riche, très vif et très diversifié, leur capacité d'adaptation et d'installation est nettement endiguée. Et donc, elles pourraient intégrer la faune, la flore, pour le cas française, sans poser trop de problèmes. Évidemment, ça n'a pas, cette réflexion est tout à fait différente quand on a affaire à un milieu insulaire qui est isolé du continent et pour lequel la fragilité des organismes est quand même toute autre. On a aussi beaucoup d'animaux, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, en sachant qu'il faudrait peut-être notamment revoir sur certains conforts ou certains droits qu'on s'octroie, comme le bonheur d'avoir un chat qui se promène dans son jardin. Bon, bah, les chats, si on estime que les 13 à 14 millions de chats en France mangent 2 proies par semaine, ce qui évidemment est bien en dessous de la réalité, bah, ça fait 1,5 milliard d'animaux qui sont tués chaque année en France. Et évidemment, on est bien en dessous de la réalité. Donc, c'est une catastrophe écologique, pareil, qu'on ne veut pas traiter, puisque d'un point de vue électoral, ça n'est pas acceptable, mais on continue par le biais des transports, par le biais du confort, du bien-être ou du mépris, à introduire tout un tas d'espèces. Et là, je pourrais vous faire l'histoire de toutes les espèces qui sont là, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on va parler de la compétition, rapidement, de la compétition entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Et pour ça, je vais me caler sur les diapositives d'un de mes collègues et amis, Benoît Gélin, qui travaille à Marseille et qui est spécialisé sur ces interactions abeilles domestiques, abeilles sauvages. Et je vous ai donc sorti tout un tas de publications dont j'ai fait la traduction. Comme ça, vous aurez les éléments en français et en anglais si vous intéresse, pour y trouver les documents d'origine. Mais vous voyez que grosso modo, quand on a une présence d'abeilles de ruche en forte densité, on a une réduction significative du nombre, de la diversité, de la taille et de la santé des espèces sauvages qui sont autour, avec en premier lieu une atteinte aux abeilles et aux bourdons qui sont très proches des abeilles mellifères. Voilà d'autres exemples d'études où on voit les effets collatéraux de l'introduction de ruches à différents niveaux, mais en tout cas, on sait maintenant que la perturbation des milieux et la perturbation de la fonction de pollinisation peut être due à l'abondance et la surabondance des abeilles mellifères.
Donc, c'est un véritable problème puisque elles vont aussi agir, comme on va le voir aussi, sur la compétition auprès des plantes et donc la composition des communautés végétales à leur avantage et au détriment des autres espèces qui vont butiner des espèces différentes ou qui vont être butinées des espèces spécifiques et qui auront disparu parce qu'elles auront été dominées, par exemple, par la renouée du Japon qui aura été surpollinisée par les abeilles mellifères qui ont tendance à aller vers la ressource de plantes la plus présente. Voilà un exemple en haut d'un espace suivi dans lequel il n'y a pas de ruche installée. Donc, il y a quelques abeilles mellifères, hein, les honeybees, là, qui sont indiquées en jaune, qui viennent butiner. Et le schéma du bas, c'est après l'introduction de 5 ruches. Et vous voyez que les modèles sont complètement modifiés et que le fait qu'on ait 50 000 individus, dont la moitié qui viennent butiner, on a un réseau, un maillage. Quand on a une seule ruche, mais quand on a 10 ou 100, vous imaginez le nombre que ça peut faire, on a un maillage d'insectes qui viennent s'abattre en masse, en nombre sur les fleurs, et donc ils font fuir un certain nombre d'espèces sauvages, donc qui limitent leur capacité d'alimentation, avec une capacité de vol assez importante, de 1 à 2 km, voire plus s'il manque de la nourriture, et puis une capacité qu'on a aussi sélectionnée au travers de l'apiculture à stocker plus que de raison, plus que de besoin, des ressources, et des ressources transformées, hein, du nectar déshydraté modifié par les glandes salivaires avec une adjonction de radicaux libres, un produit imputrescible extrêmement important en termes de santé humaine et qu'on appelle le miel. Mais il y a aussi tout un tas d'autres productions qui viennent de cette ruche et qui sont tout aussi passionnantes. Alors, je ne suis pas du tout un anti-abeille mellifère, je suis un apiculteur amateur et un grand fan des produits de la ruche, mais à un moment, il faut savoir raison garder. Remplacer les ruches, hein, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais remplacer les ruches et les abeilles mellifères, vouloir remplacer la pollinisation, la perte de pollinisation, les pollinisateurs par des ruches et des abeilles mellifères, ça revient au même que si on voulait dire, que si on disait on perd des troglodytes, on perd des moineaux, des hirondelles et des rouges-gorges, on va installer des poulaillers de partout. Bon, ça n'a pas de sens, évidemment, on a affaire à une espèce domestique qui a été modifiée, dont on a sélectionné un certain nombre de critères, et évidemment, on peut facilement comprendre que les poules ne remplissent pas l'ensemble des fonctionnalités des 578 espèces d'oiseaux qui est en France. C'est le cas aussi pour les abeilles. Elles ne sont pas capables de reproduire l'ensemble, de polliniser l'ensemble des fleurs et elles vont même perturber l'activité pollinisatrice naturelle et donc réduire la pollinisation comme ça a été montré dans des espaces naturels ou des espaces cultivés. Alors, il y a différentes compétitions. La compétition directe, là, c'est le vol direct sur une abeille sauvage, c'est tout à fait anecdotique, donc je vais la sauter. Et la compétition indirecte, donc les ressources ont été prises par les abeilles mellifères, elles ne sont plus disponibles pour les abeilles sauvages. Il y a la compétition apparente avec la transmission de virus et de parasites, et c'est peut-être un des points vraiment prégnants qu'on oublie et qu'on ne voit pas, évidemment, à l'œil nu. Et puis, la modification des communautés végétales que j'ai déjà évoquées. Donc, on va voir ça un petit peu plus précisément. Vous voyez ici que la compétition par exploitation des ressources, hein, elle est due à la fait que la nourriture est spoliée par des abeilles mellifères au détriment des abeilles sauvages. Là, on a un exemple avec un bourdon, par exemple. Et souvent, quand le bourdon est un peu plus grand, il est moins effrayé que les abeilles de taille plus faible, évidemment, puisque c'est toujours une question d'impression et de silhouette qui peut faire fuir les abeilles sauvages. Sauf que je vous ai parlé d'un réseau. Et donc, ce n'est pas une abeille, mais c'est une masse assez impressionnante d'abeilles qui arrivent et qui peut perturber la vision et l'attractivité pour les espèces sauvages. Alors, on a aussi mesuré combien elles récoltaient de nourriture et on s'est rendu compte que pour nourrir la colonie pendant 3 mois, eh bien, les abeilles mellifères collectaient la nourriture de l'équivalent de 100 000 abeilles sauvages. Alors, c'est Megachile rotundata qu'on a pris, une petite abeille mégachile, une petite abeille coupeuse de feuilles. Donc, c'est un élément de comparaison qui ne vaut pas pour l'ensemble des espèces, mais ça permet de voir que une ruche, c'est gérable, 10 ruches, ça devient compliqué, 100 ruches ou 1000 ruches, comme ça peut se voir, c'est assez rare, mais ça peut se voir, pas trop en France, pas trop en Europe, mais ailleurs, mais quand même, on a quand même des ruchers de plusieurs centaines de ruches, on peut voir que les effets sont quand même hyper violents pour les espèces qui sont aux alentours. On se rend compte aussi que plus on est proche, et c'est le cas de la courbe à gauche du rucher, que la biomasse des organismes est relativement faible, et plus on s'éloigne du rucher, plus on va retrouver des niveaux normaux. On se rend compte évidemment que ça, c'est relatif au contexte paysager et que les ressources et la configuration de l'environnement ne vont pas avoir les mêmes effets sur la compétition entre les abeilles sauvages et les abeilles mellifères. Et puis, voilà une étude faite par des collègues de l'INRAE d'Avignon, Michael Henry et Guy Rodet, sur la Côte Bleue, où ils ont essayé de travailler sur la modélisation des espaces de vol et des compétitions qu'il existait entre les espèces sauvages et domestiques et comment est-ce qu'on pouvait partager le territoire, notamment pour limiter la
l'action sur les espèces sauvages, mais aussi limiter la compétition intraspécifique, puisque au-delà d'une certaine densité, ils ont montré, et ça c'est un argument apicole qu'il faut faire valoir auprès des apiculteurs pour qu'ils puissent entendre et réduire leur densité, c'est qu'à partir d'une certaine densité, en fonction des ressources environnantes, sur un rayon de 900 mètres, qui est le rayon essentiel de butinage des abeilles mellifères, on a une perte de 44 à 55% du pollen. Ça veut dire qu'elles ne peuvent récolter que la moitié du pollen présent, puisqu'il a déjà été récolté par d'autres abeilles de ruche. Ça veut dire des colonies qui sont moins fortes, moins populeuses, et donc qui sont plus sensibles aux maladies et aux perturbations environnementales. Donc, on a des arguments naturalistes, écologiques et des arguments apicoles à faire valoir pour refaire une apiculture d'antan, une apiculture raisonnable et intégrée dans son milieu de façon durable. Voilà d'autres études. Alors, je vous en ai montré certaines d'Australie, certaines d'Angleterre, certaines d'Allemagne. En voilà une d'Espagne. Et c'est pareil, vous voyez ici que le contenu du jabot en nectar, que la taille des abeilles, ou bien que le contenu des abeilles mellifères aussi, donc là on est dans la compétition intraspécifique, et bien, ce sont toutes des courbes qui évoluent et qui augmentent quand on s'éloigne du rucher, puisqu'évidemment les effets de compétition sont tout à fait limités. Voilà encore un autre… Pardon, je peux t'interrompre. Oui. Du coup, sur le nombre de ruches, on a une idée du nombre de ruches qu'il faudrait maximum. Enfin, moi, j'en ai pas chez moi, mais dans des zones comme par chez nous, se dire que voilà, au-delà de une ruche par hectare, j'en sais rien, hein. Oui. Alors, évidemment, c'est tout à fait relatif au contexte environnemental et aux ressources alimentaires. Et là aussi, la renaturation des espaces pourra permettre d'augmenter les densités de ruches. Mais globalement, au-delà, et ça, c'est une étude qui date de 99, mais toutes les études qui ont pu avoir lieu après n'ont pas contredit ce chiffre et on retombe à peu près sur les mêmes chiffres. Au-delà de 3,1 ruches au kilomètre carré, l'activité pollinisatrice des insectes sauvages est perturbée. Donc, ça ne fait pas beaucoup, hein. C'est à peu près la moyenne nationale. Donc, ce n'est pas tant le nombre de ruches qui pose un problème, c'est les surdensités à certains endroits, et alors qu'il n'y en a pas d'autres. Et donc, voilà, c'est difficile de sortir un chiffre pour l'ensemble de la France. Ça vaudrait le coup d'avoir une évaluation des ressources alimentaires et des espaces de nidification potentiels pour voir la guilde de pollinisateurs et d'abeilles sauvages qu'il y a. Mais tout est une question en fait de bon sens. Avant, on avait les ruches qui étaient réparties dans l'ensemble du territoire, puisque chaque fermier avait 3-4 ruches. Et avec la spécialisation des productions, aujourd'hui, on fait du poireau, ou bien on fait de la fraise, ou bien on fait de la vache, ou on fait de la pêche, ou bien on fait de l'abeille. Et si on fait de l'abeille, on ne se contente pas de 3-4 ruches, mais on va prendre 50, 100, 200 ruches pour un mi-temps, ou 400 ruches pour un plein temps, ou bien plus, évidemment. Et donc là, on a des effets de concentration et de surdensité qui n'existaient pas naturellement. Et donc, la réponse, elle est la même que la polyculture élevage face à l'agro-industrie et la monoculture. Si on associe les cultures, si on fait de la rotation et si on diversifie les cultures, on respecte le premier adage des paysans, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, et à ce moment-là, ça devient durable pour les espèces domestiques et les espèces sauvages. D'ailleurs, je reprends le parallèle avec les poules. Quand on a un petit poulailler avec 10 poules, ce n'est pas un problème, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui traversent parce qu'elles chopent tout, mais par contre, quand on a un poulailler avec 3000 ou 30 000 poules, je vous invite à aller voir dedans, il n'y a plus d'herbe, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de reptiles, tout a été piétiné et chassé par les poules. Donc, ça fait le même effet. Dès qu'on a une surdensité d'un organisme, on a des effets tout à fait prégnants sur l'environnement. Et là, c'est le point d'après, c'est la compétition apparente, c'est le fait qu'on va élever en masse une espèce et donc les maladies vont transiter très très rapidement du fait de la promiscuité et donc en tuer une bonne partie, mais celles qui auront survécu, elles seront résistantes, mais portent saines de maladies mortelles. Donc, on va libérer dans l'environnement, et c'est ça qui se passe, c'est le point que je suis en train d'évoquer, là, que vous avez devant les yeux, le fait de libérer des abeilles mellifères un petit peu de partout en France ou sur la planète, après les avoir réunies, on libère tout un tas de pathogènes, et on a, vous voyez sur le graphique, à proximité du rucher, un taux d'infestation assez élevé. Plus on s'éloigne du rucher, plus on retrouve des niveaux d'infestation normaux. Donc ça, malheureusement, c'est valable pour toutes les abeilles qui sont mesurées. C'est valable encore plus pour les bourdons, puisqu'ils sont plus sensibles du fait de leur promiscuité, de leur proximité génétique et évolutive avec les abeilles mellifères. Et ces bourdons, notamment cette souche qui hiverne à l'état adulte et qui reste active dans la frange orgelle du sud de la France, le Var, la presqu'île de Giens, etc., a été élevée, comme le dit Benoît, dans ces fameuses boîtes à chaussures là, par un certain nombre de revendeurs d'insectes et qui est disséminé dans les cultures sous serre de tomates pour polliniser la tomate étant une plante vibratile. Et la tomate bénéficie du vent. C'est le vent qui secoue la fleur et qui permet l'autopollinisation de la plante. Sauf que quand on les met dans une serre, je tiens à préciser, dont les portes sont fermées,
c'est-à-dire qu'on n'est pas à la bonne saison, parce que si on était à la saison où pousse la tomate, les portes seraient ouvertes et il y aurait du vent, eh bien on est obligé de mettre des agitateurs mécaniques, soit électriques, qui vont vibrer les plants de tomates, soit lâcher des bourdons qui secouent les fleurs et qui font tomber le pollen sur le stigmate, qui permettent sa pollinisation. Donc en fait, on pourrait régler ce problème de l'introduction de pathogènes au travers de la planète avec des bourdons du groupe terrestre, enfin des bourdons terrestres d'ailleurs, c'est le groupe terrestre, qu'on pourrait limiter la prolifération des organismes en consommant des tomates à la bonne saison. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et quand je vous parle d'introduction sur l'ensemble de la planète, eh bien vous avez un exemple ici d'introduction en Argentine, où quelques années après l'introduction du bourdon terrestre, Bombus terrestris, le plus grand bourdon du monde, Bombus d'Albomi, a vu son aire de répartition réduite de 95%. C'est-à-dire que son aire de répartition a fondu simplement par contact et transmission de maladies, un peu ce que les Occidentaux et les Européens ont fait quand ils sont arrivés en Amérique du Nord avec la grippe, pour lesquelles les populations autochtones n'étaient pas immunisées, et il y a 150 millions d'Amérindiens qui sont morts de cette maladie. Voilà, donc c'est bien ce qu'on est en train de faire, on l'a vu pour les hommes, ça ne nous a pas empêché de continuer, on le sait pour les insectes, et là c'est un véritable problème, c'est que on parle de maintien de l'agriculture et de maintien des paysages sauvages, c'est de ça dont on parle. Voilà, dernier point qu'on voit sur les abeilles mellifères, relatif aux abeilles mellifères, c'est la compétition sur les plantes qui va modifier les communautés végétales, avec évidemment du pollen qui va être spolié en grande quantité par les abeilles mellifères, dont c'est le job de récolter du pollen en grande quantité, mais ça peut aussi, vu qu'elles vont aller vers la plus grande ressource de fleurs disponible, elles peuvent surpolliniser une espèce invasive, exotique, ou une espèce tout à fait indigène d'ailleurs, et donc augmenter sa prégnance sur le site par rapport à d'autres espèces, et donc au détriment des insectes qui butinent ces autres espèces. Voilà. Donc ça, c'est véritablement des problèmes qui sont liés à l'exploitation intensive des hommes, des ruches par les hommes. Et puis, il conclut, je n'ai pas mis toutes ces diapos, mais il conclut par cette belle diapositive qui est tout à fait symptomatique du monde dans lequel on vit. Il est temps d'arrêter de faire n'importe quoi et de vendre des kilos de miel à 2000 €, comme ça peut se voir dans les villes. Donc voilà, on a atteint des sommets ou des profondeurs, selon la manière dont on regarde la chose, qui sont assez catastrophiques, abyssales. Troisième partie, et la dernière, qui sera un petit peu plus longue que les deux premières, c'est les insectes pollinisateurs, c'est les aménagements et les gestions en faveur des insectes pollinisateurs. Donc là, on va parler des hôtels. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut continuer? Mais des espaces de nidification naturelle, de toute la mosaïque d'habitats et de micro-habitats, les refuges, les points d'eau, enfin tout ce qu'il y a besoin pour la nidification, l'alimentation des pollinisateurs. Et surtout, comment est-ce qu'on peut modifier ça, notamment en rendant la vie au sol, en protégeant les sols, et avec l'exemple des villes qui sont largement urbanisées, pour lesquelles la nourriture et les ressources de nidification manquent grandement. Et qu'est-ce qu'on va planter, comment, quand, où? Voilà un petit peu les questions qu'on va se poser. Je finirai avec des exemples des documents dont je vous ai évoqué la semaine dernière, les points, le diag pollinisateur et le guide pollinisation qu'on peut mettre en place dans les jardins, dans les parcs, auprès des professionnels ou dans les cours d'école, puisqu'on a même une version pour les enfants. Alors, que faire concrètement pour favoriser ces pollinisateurs? Bon, évidemment, il va falloir que tout d'abord, on passe par une réduction de pollution, de la surproduction, du gaspillage, des transports inutiles, etc. Donc ça, ce n'est pas l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, mais malgré tout, quand on parle d'agriculture, c'est bien ce que nous tous, on produit et on mange. Quand on parle d'industrie et de domestique, c'est bien aussi encore ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Et quand on parle de transport, c'est comment on se déplace, comment on part en vacances et qu'est-ce qu'on achète. Donc, tout ça cumulé, on a des habitudes qui sont à changer, parce que sans ça, évidemment, il est hors de question de continuer à essayer de végétaliser. Si on continue à une telle vitesse de destruction et de pollution tout azimut, on ne pourra évidemment pas régler la problématique. Ensuite, il va falloir qu'on commence par protéger les espaces qui fonctionnent encore, ce qui est fonctionnel, donc protéger l'existant avant tout. Sanctuariser, définir, maintenir des espaces qui sont dédiés à la biodiversité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas forcément y rentrer, mais ça veut dire que l'activité humaine est grandement limitée et qu'on arrête d'exploiter, on arrête de modifier, mais on laisse les choses se faire, quitte à les accompagner, mais en toute humilité. Rediversifier les milieux pour recréer cette mosaïque d'habitat, cette mosaïque de ressources de nourriture, cette mosaïque de ressources d'espaces de nidification, de transit, d'hivernage, d'estivage, etc. Et pérenniser tout ça au travers d'un plan de gestion. En somme, les laisser souffler un peu, et en d'autres termes, de partager dans l'espace et dans le temps le territoire avec nos collègues pollinisateurs et autres formes de vie. Donc, les pistes d'action que je vais évoquer, c'est une nourriture variée, des espaces de nidification, donc ça, c'est les zones de réservoir, des espaces de déplacement, c'est les corridors, et tout ça, c'est bien ce qu'on appelle la mosaïque d'habitat qui fournit le gîte et le couvert à ces animaux. Alors, restituer des habitats, ça c'est une lapalissade. Voilà une petite étude qui est assez vieille, 2002, elle a 20 ans, et elle vous montre que
plus on augmente les habitats semi-naturels, plus la diversité des espèces augmente en conséquence. Alors, c'est une lapalissade, mais pour autant, c'est bien de le savoir. Comment est-ce qu'on peut lutter contre l'effondrement des populations? Eh bien, en leur redonnant la possibilité de vivre. Voilà, c'est ni plus ni moins compliqué que ça. C'est une évidence et c'est à mettre en œuvre au plus vite. Qu'est-ce qu'il en est s'agissant des hôtels à insectes? Là, on est chez un paysan avec qui on fait beaucoup de formation, qui est un site de support de formation dans lequel on emmène pas mal d'agriculteurs. Et donc, ça a un rôle pédagogique tout à fait intéressant, puisque l'idée, c'est de montrer dans une belle boîte avec un toit qui a une forme et une belle boîte qui a une forme d'étagère, là, bien carrée, bien géométrique, qu'on a installé des bouts de bois, des bouts d'écorce, des tiges à moelle tendre, des tiges creuses, des cailloux, de la paille, etc. Bref, tout ce qui devrait normalement se situer dans un jardin, dans un espace, au bord des routes, bref, qui devrait être partout et qu'on a nettoyé. Et donc, on les a ramassés, on les a mis dans une petite boîte. L'idée, ce n'est pas de faire des petites boîtes, c'est de dire, regardez, tout ce qui devrait exister normalement dans l'environnement, ça sert de refuge, d'espace d'hivernage, d'espace de nidification, d'espace pour se camoufler quand il fait trop chaud ou quand il pleut. Et ce sont des espaces qui n'existent plus, donc on ne peut pas maintenir les espèces sur site parce qu'elles n'ont pas l'ensemble des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur cycle annuel. Un tas de bois, en réalité, c'est ça. Et donc, dans un tas de bois, vous avez des exemples là de mammifères, d'amphibiens, de reptiles, d'insectes, d'araignées qui vont s'installer dedans. Donc, c'est des sites extrêmement intéressants pour le refuge des animaux. Et je voulais vous évoquer ce programme européen qu'on a mené conjointement avec l'INRA d'Avignon et Arthropologia, un programme qui s'appelait Urban Bees, qui a été mené entre 2010 et 2015, pour lequel on a mis en place des grands hôtels à abeilles, mais à vocation scientifique. Là, l'idée, ce n'était pas de dire aux villes, et d'ailleurs, on a été obligé de faire marche arrière pour pas que les villes les construisent et en construisent tout azimut, puisqu'on s'est rendu compte qu'évidemment, à modifier les conditions naturelles de vie qui consistent à nicher un peu par-ci, par-là dans tous ces espaces qui normalement sont disséminés, si vous les regroupez, il y a des effets de promiscuité qui permettent aux maladies, aux pathogènes de passer très rapidement d'un nid à un autre, aux prédateurs de s'installer. Bref, on modifie les conditions naturelles et on en fait des conditions délétères pour les populations et donc tout à fait contre-productif par rapport à ce qu'on voulait faire. D'autant plus que dans ces espaces vont nicher 4, 5, 6 espèces qui sont déjà ubiquistes. Alors 6 sur 1000, ça fait 0,6%, hein, c'est quand même assez insignifiant, mais qui sont déjà des espèces ubiquistes, qui sont communes et qui n'en ont pas besoin. C'est de la même manière, si je veux faire encore un parallèle avec les oiseaux, que si on se disait, tiens, on va installer des nids pour les pies, pour les corbeaux et puis pour les étourneaux un petit peu de partout. Très bien, ils seront contents, sauf qu'ils n'en ont pas besoin, ils sont déjà bien nombreux. Et on pourrait installer des nids pour les autres, des capacités de nicher pour les autres. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'installer des nids pour l'osmie cornue, l'osmie rousse, pour l'antidie à manchette, pour l'ériade tronquée, enfin pour tout un tas d'espèces qui sont ultra communes, ubiquistes et qui s'installent de partout. Et vous avez vu la dernière fois, je vous ai montré quelques exemples d'abeilles qui nichaient dans le moindre trou. Donc voilà, on a testé les bûches percées avec différentes essences, différentes expositions, différents diamètres de trous, et on extrayait chaque hiver 1/8 de chaque case pour les mettre en cage d'émergence et voir qu'est-ce qu'il en sortait, quelles espèces, quel taux de parasitisme. Bref, c'est une étude scientifique et ce n'est pas du tout à reproduire dans les villes comme un espace de gestion, mais plutôt sous des petits modèles, comme on va les voir qui vont arriver après, comme des petits modèles pédagogiques. Donc, il y avait des tiges creuses, il y avait de la terre, parce que je vous rappelle que 70% des abeilles nichent dans le sol. Donc, on avait creusé des carrés de sol de 1 mètre par 1 mètre sur 50 cm de profondeur, décaissés avec des graviers, et on avait une adjonction sur les 9 carrés de sol de 25, 33 ou 50% de sable, ce qui modifiait les conditions de la terre du site pour pouvoir un peu tester les modalités de nidification. Donc voilà un site complet, suite Gerland, là au bord du Rhône, que vous pouvez voir à l'entrée de Lyon, avec des hôtels, une spirale, des carrés de sol, et un site complet sur lequel était menée une thèse par Laura pendant 3 ans, avec une implantation au travers du Grand Lyon selon un gradient écologique, avec des sites semi-naturels un petit peu à l'écart, des sites agricoles, des sites périurbains et des sites très urbains qui étaient représentés par Lyon et Villeurbanne. Donc voilà une thèse qui a eu lieu sur le site avec différentes modalités de capture et différents protocoles scientifiques. Je vous ai montré déjà ce schéma la dernière fois, des relations entre les abeilles et les plantes. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est juste pour introduire celui-là, qui est finalement le résultat descriptif de ces réseaux. Une fois qu'ils ont été analysés, on se rend compte que les taxons les plus visités, les taxons qui sont visités par la plus grande diversité ou les taxons qui ont la plus grande force dans le plus grand nombre de réseaux, eh bien, ce sont des espèces ultra communes. C'est-à-dire que la solution, elle n'est pas dans l'installation de plantes extraordinaires et d'une diversité absolue et une recherche de la plus grande diversité qui existe, mais elle consiste à laisser de la nature ordinaire partout où elle existe, puisque les pissenlits, la vipérine, le trèfle blanc, l'origan et les ronces, c'était les plantes les plus attractives pour les espèces, le plus grand nombre d'espèces et la plus grande diversité. Et ce sont des espèces qui sont quand même ultra communes, qu'on a quand même largement tendance à faucher, à girobroyer, à détruire ou
pas toujours pour l'origan, bien que… J'en profite aussi pour vous dire que ces nichoirs ont une vocation pédagogique et nous ont permis de montrer, et ça c'est quand même exceptionnel, à un certain nombre de gens, d'enfants, d'adultes, d'élus, de techniciens des espaces verts, des abeilles en train de, comme vous avez une osmie rousse ici, en train de déposer du pollen, ou bien en train de pondre. Et là, vous avez des œufs qui sont présents. Alors, je n'ai pas les images de la ponte, mais on a pu montrer à quelques personnes en animation l'œuf sortir de l'abdomen des abeilles, ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens sur la planète qui ont pu voir ça en réalité. Alors après, l'aspect pédagogique, il est aussi à mettre en exergue avec ces petits documents pédagogiques ces petites constructions pédagogiques qu'on peut avoir, qui consistent à amasser des petits éléments et les placer sur un bord-fenêtre dans une école, dans un espace à vocation pédagogique, où on peut montrer par l'activité qu'il y a au printemps le rôle que jouent ces espaces et ces milieux qui normalement sont nettoyés. Alors, ils peuvent prendre des formes tout à fait différentes, et voilà quelques exemples de photos qu'on a faites ou qu'on a reçues dans le cadre d'Urban Biz, et qui sont des modalités réalisées par des paysans, réalisées par des habitants d'immeubles ou bien par l'INRA même, et qui ont testé différentes modalités de nidification des abeilles. Voilà, c'est intéressant, ce n'est pas suffisant, parce qu'évidemment, si on veut agir efficacement pour les pollinisateurs, il va falloir qu'on voit ça à plus grande échelle, et notamment s'attaquer à l'échelle du paysage environnant sur la ressource alimentaire, la ressource d'espace de nidification, et donc sur cette mosaïque d'habitats et de micro-habitats. Donc, quoi faire ? Tout d'abord, repérer et protéger les habitats semi-naturels, rétablir les connectivités. Donc, je vous ai mis quelques exemples, vous pourrez les lire, c'est évidemment tout ce qu'il y a de plus commun. Donc, on peut passer par les micro-habitats, comme les zones refuges, les zones d'hivernage ou les zones de nidification, que sont les tas de bois, qui représentent ni plus ni moins que des arbres qui se sont écroulés et qui sont très utiles pour une faune très, très variée, vous l'avez vu tout à l'heure, mais aussi les zones de foin, les zones de feuilles mortes, les zones de compost, qui fournissent aussi tout un tas d'espaces de refuges estivaux ou hivernaux recherchés par une grande diversité d'animaux et de pollinisateurs. Il y a beaucoup de papillons qui vont nicher dans les feuilles mortes, au pied des arbres, sous les brindilles, etc. Donc, ce sont des espaces qui ont tendance à être nettoyés, qui n'existent plus trop, qu'on souffle au souffleur électrique ou thermique, ce qui est complètement hallucinant, alors qu'il suffit de passer une fois que le vent a fait son boulot, et qui permettent à des animaux de passer l'hiver à l'abri du froid notamment. Tous ces habitats pionniers qui aussi ont tendance à être assez moches, il y a de la terre, c'est gratté, enfin il y a du sable, donc on va raser ça, l'amender et cultiver dessus. Bon, c'est dommage parce que l'essentiel des hyménoptères terricoles et notamment des abeilles nichent dans ce type de milieu bien exposé, bien drainant. Et donc, on peut, voilà, au travers d'un projet qui s'appelle Rehab, on a mis en place des monticules de terre avec une base d'argile, avec des mélanges de sable de forêt, de sable, de limon, de gravier et différents mélanges qu'on a testés sur 4 parcs, un chez nous et 3 dans la métropole de Lyon, pour voir un peu la vitesse de colonisation, la diversité des espèces qui s'installaient. On a mené ça pendant 2 ans, c'était tout à fait intéressant, mais l'idée, ce n'est pas de construire ces choses-là de partout, bien que les grandes langues d'espaces de nidification pourraient être réhabilitées, notamment dans les sablières comme elles existaient avant, ou comme elles existent encore dans les zones qui sont exploitées, pour lesquelles les carriers peuvent laisser, s'ils acceptent de ne pas exploiter la totalité des ressources, mais peuvent laisser quelques espaces tout à fait primordiaux pour la reproduction de ces espèces, et notamment de ces espèces grégaires. Voilà quelques photos d'un petit sandarium qui a été aménagé dans un jardin, donc une couche drainante de tuiles cassées avec des graviers, et puis des pierres et du sable, et ensuite c'est couvert de terre et de sable jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Voilà, et ça fait un petit espace qui, au fil du temps, est végétalisé et colonisé, et dans lequel des animaux sabulicoles, et notamment des abeilles, peuvent nicher. Dans les modalités, toujours sorties de l'hôtel à insectes, on a ces tas de pierres que sont les murets, et notamment les murets en pierre sèche qui ne sont pas collés par du ciment ou d'autres colles qui vont fixer les pierres entre elles et qui laissent des espaces de refuge, de nidification ou d'hivernage tout à fait intéressants, les mares étant aussi des espaces tout à fait recherchés pour la flore qu'elle dispose, qu'elle propose. 30% d'ailleurs de la flore protégée en France dépend des zones humides, mais aussi pour la boue qui est accessible et qui permet aux abeilles maçonnes d'aller chercher du mortier pour fermer leur nid. Donc les hirondelles aussi d'ailleurs ont besoin de mares pour pouvoir fabriquer leur nid. Les spirales aromatiques, qui sont donc des murets tournés en spirale, qui permettent de créer un microclimat chaud et sec pour produire des plantes aromatiques, même dans un milieu frais et humide, comme l'Angleterre. C'est les Anglais qui ont inventé cette technique, tout à fait originale. Et elle a besoin d'être connectée à son environnement, mais pas comme ici, d'être perdue au milieu d'un terrain vague, complètement rasé, dans lequel il n'y a plus de vie. Et évidemment, très peu d'insectes seront capables de voler jusque-là, parce que si on a parlé d'1 à 2 km pour les grosses abeilles et les bourdons, la plupart des abeilles sont petites, et les toutes petites qui font 3-4 mm ont 100 à 150 mètres de rayon de vol.
vol et donc évidemment ne sont pas capables de relier les espaces semi-naturels environnants à cet espace de nidification et de nourrissage. Donc voilà, un petit peu de cohérence dans l'installation. C'est bien de faire des aménagements, mais il faut qu'ils soient connectés. Et je vous donne un contre-exemple ici, puisque vous avez une spirale tout à fait connectée, puisqu'elle touche une haie et une bande enherbée. Et évidemment, ça peut être fait de façon moins géométrique. C'est le cas aussi avec un gros tas de pierres, qui est un espace de refuge de nidification, et des gros tas de bois que vous voyez au loin autour d'une mare qu'on a pu sauver, heureusement, face à un promoteur qui voulait la drainer pour en faire une roseraie. Mais comme il y avait 6 espèces d'amphibiens protégés à l'intérieur, on a pu, grâce au service de l'État, faire pression pour que cet étang soit conservé, soit reprofilé pour que le parking puisse y accéder, mais qu'on puisse conserver cet espace de vie en plein centre de Dardilly, dans le nord de la métropole de Lyon. Voilà un exemple aussi d'une mare qui a été creusée il y a une vingtaine d'années. Donc, vous voyez que les techniques ne sont plus tout à fait celles qui sont utilisées aujourd'hui. À part deux, un stagiaire et moi, on était deux pour creuser cette mare dans la journée. On a eu un petit aide des gamins pour disposer le sable. Et voilà, au bout de quelques semaines après le jour de l'inauguration de la mare. Et donc là, on est au mois de mai. Je vous mets une photo de cette même mare au mois de septembre. Là, voilà. Et la même mare l'année suivante. Voilà, depuis une douzaine d'années, je n'y suis pas retourné, mais c'est un espace qui s'est largement naturalisé, dans lequel on a une faune aquatique ou une faune des abords qui est tout à fait intéressante et qui permet au centre social d'avoir des activités nature, de découverte de la nature dans l'enceinte même de son espace. Donc on est en milieu très urbanisé puisqu'on est au centre social de la sauvegarde, c'est-à-dire entre les bars, les grandes barques de la Duchère à Lyon 9e. La vocation pédagogique de ces espaces humides et de ces mares est aussi non plus pas à négliger. Alors là, c'est des enfants, mais la pédagogie, elle s'adresse aussi aux grands enfants, aux étudiants et aux adultes, évidemment, parce que nombre d'entre nous n'ont plus connaissance sur la diversité, le rôle, la fonctionnalité de ces espaces, ne serait-ce que la diversité des libellules ou des amphibiens. Voilà, c'est des choses qui sont assez mal connues du grand public, et donc ça peut être agrémenté d'un petit panneau qui présente la diversité, le fonctionnement du milieu, etc. Voilà, c'est un panneau qui vaut ce qu'il vaut, mais il a le mérite d'exister. Et ça, c'est ce qu'on peut réhabiliter au travers de mares de compensation. Donc voilà quelques exemples de mares qui ont été creusées en compensation des destructions environnantes qu'on a fait creuser pour la plupart du temps en réponse à une atteinte au milieu. Et qui permettent aujourd'hui d'avoir des espaces de vie tout à fait intéressants. Donc, vous voyez qu'elles sont très variées. Parfois, elles sont en milieu ouvert, parfois, elles sont en milieu de lisière, parfois, elles sont très peu profondes, parfois, elles sont complètement enfermées dans la forêt. Et tout ça fait que ce sont des modalités différentes. Et une mare de plein champ, une mare de lisière et une mare de forêt, ce sont 3 modalités différentes avec de la faune et de la flore légèrement différentes, en tout cas aux extrémités. Et donc, ça augmente aussi le panel, cette fameuse mosaïque d'habitat. Bon, mais ça, c'est... Pardon, Oui. du coup, certaines de ces mares-là, elles sont alimentées comment? Parce que j'imagine Elles ne qu'il n'y sont avait pas pas forcément. alimentées. Elles ne sont pas alimentées, elles sont remplies par l'eau naturelle de pluie. Donc souvent, c'est mis sous un espace de ruissellement, ce qui permet de les remplir. Mais la variation du niveau est tout à fait aussi prise en compte par la nature. Du reste, les mares qui s'assèchent complètement pendant 1 an, pendant 2 ans ou pendant 10 ans, contiennent une faune qui n'existe pas dans les mares qui sont en permanence en eau, puisque les variations d'eau donnent des conditions biotiques différentes. Et par exemple, les branchiopodes, qui sont des petits crustacés qui sont capables de s'enquister et de résister à la sécheresse, vivent dans des mares temporaires qui s'assèchent. À l'inverse, les amphibiens, dont la larve doit se développer pendant le printemps et le début d'été, si la mare est sèche à la moitié du printemps, les amphibiens ne survivront pas. Mais ça fait partie de ces différentes possibilités d'aménagement, ces différentes probabilités d'installation du milieu. Et comme elles existent naturellement, ces probabilités, bien évidemment, la nature s'en est accommodée et elle a répondu en offrant un panel d'organismes qui peuvent répondre, s'installer et survivre dans ces espaces. Donc voilà, pour répondre à ta question, on peut l'arroser, on peut la remplir. Autant le faire avec de l'eau de pluie, autant de rediriger des gouttières, pourquoi pas. Cela dit, si le niveau change, ce n'est pas un mal non plus, ça donne d'autres conditions et c'est globalement pour la biodiversité tout à fait intéressant. Et juste une question, moi j'ai une mare chez moi qui est alimentée par une petite source. Du coup, les grenouilles, enfin, je les vois effectivement qui reviennent là il y a quelques semaines. Elles vont où en fait? Elles vont en forêt? Enfin, c'est vrai Oui. que Oui, les amphibiens, voilà. Alors on pourrait refaire, si vous voulez, une journée sur les oui, amphibiens. je vais Je vais bien vous pas. parler des amphibiens, ça ne me dérange pas du tout. Mais les amphibiens, amphi, c'est des 2 côtés, bio, c'est la vie, c'est qu'ils sont capables de vivre des 2 côtés. Ça fait référence à leur cycle biphasique avec une larve aquatique et un adulte terrestre. Mais dans la plupart des têtes des gens, les amphibiens vivent au bord de l'eau. Ce n'est pas du tout vrai.
Les seuls à vivre au bord de l'eau, ce sont les grenouilles vertes. Bon, le complexe de grenouilles vertes, il y a 3 espèces qui s'hybrident et qui passent de mars jusqu'à octobre dans l'eau, qui chantent bien, là, comme ça, vous les connaissez. Toutes les autres espèces viennent se reproduire pendant 2-3 semaines dans l'eau, pondent leurs œufs ou accouchent en fonction des modalités de reproduction, et ensuite s'en vont. Et donc, où est-ce que vivent les amphibiens? Eh bien, les amphibiens vivent dans les forêts. Voilà, c'est ça le milieu. C'est d'ailleurs la biomasse la plus importante qu'on trouve dans les forêts, chez les vertébrés, ce sont les amphibiens, devant les mammifères. Et pourtant, tu imagines que pour avoir en grenouille le poids d'un cerf, il faut quand même un certain nombre de grenouilles. Et donc, les amphibiens terricoles, qui sont essentiellement terricoles dans leur phase adulte, que sont les grenouilles, les crapauds, les tritons, les salamandres, les pélobates, les pélodites, les sonneurs, etc., vivent dans les forêts et assurent, ou dans les jardins un peu plus ouverts pour les crapauds, par exemple. Ce sont des auxiliaires de culture et des chasseurs de limaces et de chenilles tout à fait intéressants. Mais ce sont, la phase aquatique est une phase très, très temporaire, à partir, juste pour aller déposer la ponte, puisque ce sont des animaux qui proviennent des poissons et qui ont donné les reptiles dans l'évolution, mais qui se sont soustraits de la nécessité de vivre tout le temps dans l'eau, mais dont la reproduction est encore liée à l'eau. Et c'est ça, les reptiles, le pas qu'ont passé les reptiles, c'est qu'ils pondent des œufs avec une coquille calcaire qui résiste un petit peu à la dessiccation. Il faut encore les enfouir, mais ils sont plus pondus dans l'eau. Et puis ensuite, il y a les reptiles qui ont contracté un virus de type VIH qui leur a rendu, je ne plaisante pas du tout, qui leur a donné la capacité de ne pas tuer un organisme étranger qui vit à l'intérieur d'eux. Et à l'intérieur d'eux, c'est le régime placentaire qui est né, avec les organismes capables, une femelle qui est capable d'héberger son petit à l'intérieur de son ventre, et ces reptiles placentaires, donc du fait qu'ils aient contracté un virus de type VIH, je vous le répète, ont donné les mammifères. Voilà, si on est là, c'est parce qu'il y a des reptiles qui ont un jour chopé un cousin du sida il y a très très longtemps de ça. Bon, on s'égare un petit peu. Oui, je m'inscrirai à la prochaine session sur les amphibiens, du coup. Pas de problème. Revenons à la vie du sol. Merci. La vie du sol, puisqu'en fait, il faut j'essaye de redescendre. Vous avez vu, on a parlé d'arbres, on a parlé de plantes, on a parlé d'animaux. Et là, on redescend au niveau du sol, puisque le sol, c'est la condition de vie de la biodiversité. 23% de la biodiversité connue sur la planète vit dans le sol. C'est aussi la première source de matière organique disponible. C'est ce qui capte le plus de carbone. Je vais vous donner les détails. C'est ce qui capte le plus d'eau et c'est donc ce qui permet la vie des organismes. Voilà, pour exemple, dans 1 cm3, dans 1 cm par 1 cm par 1 cm de terre, on va trouver 1 à 5 km d'ifs fongiques, 1 million à 1 milliard de bactéries, 10 000 à 60 000 protozoaires, 50 à 100 nématodes, un colembole, un insecte, éventuellement un bout de ver de terre, parce que dans 1 cm, il ne rentre pas. Mais vous voyez que la biodiversité, elle est quand même absolument pas vue de la manière adéquate si on considère qu'un quart de toutes les espèces vivantes, c'est-à-dire plus de 500 000 espèces connues sur la planète, vivent à l'intérieur du sol. Donc, c'est tout à fait étonnant. Et pour autant, la matière organique, la vie du sol, c'est ce qui va permettre, notamment via les champignons et les bactéries, aux plantes de pouvoir vivre, et donc aux herbivores que sont les consommateurs primaires de manger, et donc aux carnivores qui viennent manger les herbivores, aux super carnivores de les manger, et puis aux recycleurs de manger leurs crottes, leurs déchets, leurs poils, leurs plumes et leurs cadavres. Voilà, je saute cette page tout à fait intéressante que je vous laisserai découvrir. Vous avez les sources sur le rôle de la matière organique dans les sols. Je ne m'étends pas non plus là-dessus, mais c'est pour vous dire qu'il est important qu'on ne jette plus la matière organique qui est dans nos poubelles, puisque selon les modalités, on va soit les incinérer, c'est-à-dire accélérer les gaz à effet de serre, soit les enfouir et donc la minéraliser, la fossiliser, ce qui est vraiment problématique, puisqu'on a une perte de matière organique dans les champs, et vous allez voir ce que provoque la perte de matière organique. Du reste, c'est connu, puisque je suis allé voir ce que racontait le site du Sénat, et vous voyez que sur cette publication, on se rend compte qu'il faudrait, c'est les besoins de la France, alors il y a 20 ans, entre 3,7 et 5,5 millions de tonnes de matière organique humide, alors que si on totalise tout ce qu'on récupère, on est à 1 million. Donc l'étude de conclure que les besoins sont donc largement supérieurs aux disponibilités actuelles et que cette évolution ne peut se poursuivre sans dommages graves et qu'il s'agit d'un défi agricole et environnemental. Et alors, qui c'est qui dit ça? C'est des chercheurs et qui l'ont publié en 2003. Et vous voyez que les choses n'ont absolument pas évolué et c'est quand même catastrophique. Alors, c'est disponible sur le site du Sénat, évidemment. Et donc, l'idée, c'est quand même de recycler toutes ces matières organiques, à commencer par les poubelles grises, mais aussi de produire, de faire produire activement de la biomasse. On va en parler comment? Pour pouvoir nourrir le sol et pouvoir augmenter la capacité de rétention de carbone, pouvoir augmenter la capacité de rétention d'eau et nourrir donc le sol, mais certainement pas l'atmosphère en gaz à effet de serre. Alors, je tente cette petite vidéo qui est là pour essayer d'illustrer ce que je suis en train de vous dire. On est une demi-heure, j'espère que ça passe, je ne me rends pas compte. On est une demi-heure après la fin d'une pluie et vous vous rendez compte qu'il ne pleut plus du tout, mais que le champ qui est en déliquescence est en train de partir sur la route. Et évidemment, ça part jusqu'à la rivière qui est en dessous et ça part jusqu'à la mer. Et la terre, sa fertilité est perdue.
Et on parle de mort physique des sols, de mort chimique et de mort physique des sols. Et là, les sols, la capacité à nourrir les plantes est en train de disparaître. Alors, pourquoi planter des arbres? J'y reviens à ça. Parce qu'en fait, il y a un lien étroit entre les arbres et le sol. On pense souvent à planter des arbres pour capter du carbone, ce qui est une très bonne idée, mais je tiens à vous dire, et là les sources sont la Chambre d'agriculture d'Occitanie, vous voyez que le sol est le plus grand réservoir de la biosphère continentale, évidemment en carbone. On évacue la mer, puisque c'est la mer qui stocke le plus de carbone, mais sur la surface terrestre, c'est dans le sol qu'on va stocker le plus de carbone, au-dessus des forêts. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc, on peut, cette augmentation du stock de carbone organique dans les sols cultivés, mais c'est valable aussi dans les sols de jardin, dans les sols d'espaces verts, etc., dans les sols de pieds d'entreprise, de campus, d'hôpitaux, enfin tous ces sols-là, on peut avoir un effet, un rôle significatif dans la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est quand même en train de parler d'éléments sociétaux majeurs. C'est le cas aussi pour l'eau. Cette belle illustration, vous voyez la planète verte, puisqu'elle a été vidée de son eau, la grosse boule bleue, c'est l'ensemble de l'eau disponible sur Terre, essentiellement de l'eau salée. La petite boule bleue, c'est l'ensemble de l'eau douce sur Terre, essentiellement stockée sous forme de glace au pôle. Et la minuscule boule bleue que vous distinguez, c'est l'ensemble de l'eau douce libre sur Terre. Les fleuves, les lacs, les rivières, etc. Donc, quand on dit que la Terre est recouverte de 71% d'eau, c'est vrai, mais c'est en surface. Et c'est-à-dire qu'on a quelques kilomètres de profondeur pour les océans, alors que la Terre fait plus de 6 000 mètres de rayon, 12 000 km de 6 000 km de rayon, 12 000 km de diamètre. Et donc, si on regarde sur 12 000 km combien font quelques kilomètres, c'est totalement insignifiant. Et en fait, l'eau est une ressource extrêmement rare sur cette fameuse planète bleue, avec une eau qui est essentiellement utilisée par l'agriculture intensive, l'élevage, dans une moindre mesure par l'industrie ou par la consommation domestique, puisqu'on continue à jeter 8 à 10 litres d'eau à chaque fois qu'on va faire pipi aux toilettes, ce qui est quand même assez délirant, quoi. Alors, il faut économiser l'eau, évidemment, l'eau vivante, l'eau ouverte, les mares, les noues, même les zones d'infiltration, on en a parlé, mais le plus grand réservoir d'eau qu'on ait, c'est le sol. Et ça, c'est relatif à la quantité de matière organique qu'on a dans le sol. Vous voyez le lien? Si on plante des arbres, ils produisent de l'eau parce qu'ils évapotranspirent, ils stockent de l'eau par leurs racines, ils la restituent en période de sécheresse, ils produisent des feuilles et des branches, donc de la matière organique qui est intégrée dans le sol et donc qui va retenir d'eau. On peut boucler le cycle. C'est grâce aux arbres qu'on produit de la matière organique, c'est grâce aux arbres qu'on produit de l'eau, c'est grâce à l'eau et à la matière organique qu'on produit des arbres. Donc, l'humus va agir comme une éponge. Et vous voyez l'exemple qui est indiqué en bleu en dessous. Dans un sol qui est poreux et qui est vivant, on va absorber entre 3 cm et 15 cm d'eau par heure. Dans un sol qui est labouré, comme celui que vous avez vu dans le champ de maïs route de Napoléon, on va absorber 1 mm d'eau par heure. C'est-à-dire que très rapidement, dans les minutes qui suivent après le début de la pluie, l'eau ruisselle sur la parcelle et entraîne les particules nutritives. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, dans les milieux urbanisés, si on regarde ça, parce que souvent les établissements sont proches des milieux urbains ou périurbains, eh bien, on peut déminéraliser et végétaliser partout, tous les types de milieux, faire participer nos collègues, faire participer nos voisins, nos familles, nos entreprises, etc. Et pourquoi? Pour végétaliser, c'est-à-dire planter pour notamment lutter contre les effets d'îlots de chaleur, atténuer cet embrasement climatique, favoriser la biodiversité et le bien-être. Voilà, c'est quand même pas tout négligeable. Donc, on peut rendre des rues tout à fait accueillantes, peut-être piétonnes ou cyclables, mais réduire la place de la voiture et notamment les parkings. Regardez dans n'importe quelle rue, à n'importe quel moment de l'année, du jour ou de la nuit, sauf en cas de manifestation ou de solde, qui sont deux périodes un peu particulières où il y a beaucoup de gens dans les rues, regardez que vous voyez toujours beaucoup plus de voitures que d'êtres humains. C'est quand même complètement hallucinant. Donc, une fois qu'on se rend compte de ça, on peut peut-être se dire qu'il y a des rues ou des morceaux de ville qui peuvent être rendus à la mobilité douce, évidemment en tenant compte des personnes à mobilité réduite, bien entendu. Alors, remettre du vert, ça ne veut pas dire remettre de la nature, il y a une grande différence. On peut avoir du vert, on peut avoir une peinture verte, on peut avoir un gazon vert, ou bien on peut laisser ce simple gazon, qui souvent est une pelouse ou une prairie, quand on la laisse monter et fleurir, et dont les fonctionnalités sont évidemment complètement différentes. Voilà des exemples de micro-implantations florales qui sont pratiquées par la ville de Lyon, mais sans doute par beaucoup d'autres villes aussi, qui ont été mis en place il y a une vingtaine d'années par Bernard Marais. Voilà, on invite après la population à venir végétaliser les espaces. Et quand je vous dis micro-implantation florale, c'est sur les trottoirs même, où les services de la ville peuvent découper la disqueuse des espaces à végétaliser et dans lesquels après les enfants, les adultes, les habitants du quartier peuvent venir mettre la main à la pâte pour donner un petit peu de vie au quartier. Alors, ce n'est pas suffisant, mais en fait, il n'y a pas une solution. L'écologie, c'est souvent un panel de solutions qui, mises bout à bout, auront un effet. Mais ce n'est pas de planter des roses trémières ou des bleuets et des centaurées rouges dans la rue ou des aquilées rouges, pardon, qui vont modifier la face du monde. Cela dit, ça y participe.
comme sur les espaces très chauds, très secs, caillouteux, rocailleux, sur lesquels on peut planter des aromatiques et des plantes du sud qui sont tout à fait tolérantes à ce type de milieu, qui fournissent des plantes médicinales, des aromates et des grandes quantités de fleurs tout à fait recherchées par les insectes. Voilà d'autres exemples de murs laissés à l'abandon, à la colonisation végétale. Donc, on voit une banquette herbeuse, on voit des plantes rudérales sur le muret, on voit une zone en train de se reboiser sur le haut. Si on traitait, si on coupait, si on nettoyait ça, il n'y aurait plus qu'une zone avec un muret bien chaud qui réchaufferait l'environnement, mais on perdrait ces 3 milieux très particuliers avec tous les micro-milieux qu'ils peuvent fournir, que sont les anfractuosités, les trous, les galeries, les cavités, etc. Voilà un autre exemple, c'est des exemples qui ont été pris en Allemagne. Je reviens sur cette spirale qui est facile à construire, dont on peut vous donner les modalités de construction et qui fournissent des espaces de refuge tout à fait intéressants. Mais je fais le lien avec le mur, les toits des bâtiments qui peuvent être végétalisés de façon passive. Je ne parle pas de mettre des aquanaps avec une irrigation, un goutte à goutte et des pompes électriques qui remontent de l'eau, mais je parle de plantes qui sont naturellement grimpantes et qui, lorsqu'elles couvrent le bâtiment, empêchent le réchauffement du milieu, empêchent la minéralité d'accumuler de la chaleur et de la restituer en période de nuit. C'est comme ça que se créent les îlots de chaleur, mais plutôt de bénéficier de 100% des photons qui sont transformés par la photosynthèse en sucre et en dégagement d'oxygène, tout en fournissant à des périodes très particulières une quantité de fleurs incroyable. Donc, je vous invite à aller voir une vigne vierge, là, qui est une vigne américaine pour le coup, en été, ou un lierre, comme c'est le cas à droite à l'automne, quand ça fleurit, une des dernières floraisons abondantes, où vous allez avoir un nombre d'abeilles, de papillons, de cétoines, de mouches, de guêpes qui est incroyable. Et quand l'hiver va avancer un petit peu plus, il y aura des fruits qui vont nourrir nombre d'oiseaux. En sachant que cette plante est un résidu tropical, elle devrait perdre ses feuilles, mais elle fait partie de ces quelques plantes qui n'en perdent pas. D'ailleurs, la famille existe plutôt sous les tropiques. Elle va fournir des caches en été quand il fait chaud, en hiver pour s'abriter de la bise, etc. Et la petite abeille qui est indiquée ici, c'est la colette du lierre, dont on a dû parler la dernière fois, qui ne butine que le lierre. Et évidemment, je vous redis ce que je vous ai dit la dernière fois, quand je dis qu'une espèce butine que cette plante, ça ne tient compte que de la récolte du pollen. Le nectar peut provenir d'autres fleurs, mais la totalité du pollen qui nourrit les larves de la colette du lierre provient du lierre. Dans les espaces urbains, il y a des espaces qui sont encore soumis au traitement, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seront rattrapés par la loi Labbé au 1er juillet 2022. Donc, ce sera interdit enfin de traiter dans les cimetières, ce qui est quand même plutôt bien, puisqu'on a, lorsqu'on leur laisse un peu de place, un foisonnement de vie qui en fleurs, en espaces de nidification, etc., qui est tout à fait intéressant pour la faune environnante. Et donc, les villes et ces espaces verts, comme les cimetières, peuvent jouer un rôle dans le maillage d'espaces nécessaires à l'accomplissement du cycle de la faune indigène et de la faune autochtone. Donc, c'est des espaces qu'on doit prendre en main. Alors, ça veut dire tolérer les tombes abandonnées, comme c'est le cas sur la photo. Alors que dans beaucoup de cimetières, vous laissez une tombe comme ça, vous recevez 1-2 messages et ensuite, on vient faire le ménage à votre place quand il n'y a pas une expropriation, ce qui est quand même dommage parce que c'est finalement les milieux les plus intéressants en termes de vie, puisque la nature y a installé ce qui était le mieux adapté, ce qui a pu germer, ce qui se maintient et donc ce qui convient le mieux à l'environnement. Voilà, il y a pas mal de cimetières qui sont en avance sur ces choses-là. Vous pourrez aller voir les travaux de Nature Paris, notamment sur le cimetière de Niort, où il y a des choses qui sont plutôt avant-gardistes qui se font, mais se posent encore, si on regarde à une échelle plus globale, le problème de l'origine des bois, des cercueils et des pierres qui sont en général toutes exotiques et qui ont traversé la planète, et puis la pollution due à ce avec quoi on est enterré, son objet fétiche. Moi, j'aimais bien mon téléphone, alors on va me mettre avec mon téléphone, moi, c'était mon ordinateur. Ce n'est pas du tout une blague. Et puis l'embaumement des gens, on enterre des gens qui ont été embaumés avec un produit par définition non biodégradable. Et donc ça, c'est un produit qui se répand dans la nature, au pied des cimetières. Et on a des bombes chimiques sous les cimetières dues à ces produits de traitement qui ne sont pas du tout obligatoires, mais comme ça se vend, il y a des gens pour essayer de nous les vendre, même quand on n'en a pas besoin. Bon, c'est un autre débat, mais qu'il faudra quand même remettre un moment dans le circuit parce que les problèmes viennent souvent de là. Je voulais quand même aborder les prairies naturelles, puisque à l'inverse des prairies plantées, comme on a vu tout à l'heure, quand on laisse la banque de graines s'exprimer, on a très rapidement des mélanges de fleurs qui ne sont pas dominés par les fleurs, comme c'était le cas tout à l'heure, mais qui sont dominés, pas si par les fleurs, mais les graminées, pour le coup, pas les plantes à pétales visibles et colorées, puisque dans une prairie, l'essentiel des individus sont des graminées de quelques espèces, mais c'est elles qui structurent la prairie. Dedans, il y a des patchs de plantes à fleurs, des patchs de sauge, des patchs de campanule, des patchs d'aquilée, etc., ou de carottes, mais ce sont des patchs, mais l'essentiel de la prairie est une graminée, est représenté par des graminées, contrairement aux mélanges qui sont que des plantes à fleurs dans lesquelles il n'y a pas de graminées, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre renaturé
laisser la nature s'exprimer avec tous les panels de réponses qu'elle peut avoir, ou bien trafiquer, et c'est de la culture, la nature, en labourant, en griffant et en plantant des graines de plantes artificielles ou exotiques. Et donc, ça veut dire que l'année suivante, ben, la nature mettra bien ce qu'elle veut. Et il ne ressortira pas ce que vous avez planté. Si vous voulez le même résultat chaque année, ça veut dire que chaque année, il faut regriffer, ressemer. Donc, ce n'est pas de la renaturation, c'est de la culture. Ce n'est pas une critique que je suis en train de faire. Ça pourrait, je pourrais, parce que je n'aurais pas de problème à le faire. Mais là, je suis en train de comparer une culture à une renaturation. Et ben, en termes de durabilité, d'effet et de nutrition, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, si on veut avoir une action efficace, il ne s'agit pas d'y mettre les mains, mais de laisser faire les choses. Donc, je reprends cet exemple au sommet, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on est dans le parc de la Vanoise, encore quelques espaces qui sont encore un peu riches en faune et en flore, pas tous, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà le Galibier, où on a des zones tout à fait hallucinantes en fleurs. Mais si on se rapproche un petit peu, une photo qui a été prise par Charlotte en Auvergne, vous voyez cette prairie de fleurs en bord de route tout à fait magnifique. Bon, ça n'a pas été planté, hein, c'est tout à fait spontané. Ou bien, juste en dessous de chez moi, dans les monts du Lyonnais, vous avez ce beau talus qui est gyrobroyé sur place. Et donc, ce n'est pas du tout la technique qu'il faut pratiquer, je vais y venir rapidement. Sauf que comme on est sur un talus pentu, la matière qui est gyrobroyée, elle finit par tomber. Et donc, comme elle tombe, on a une forme d'exportation passive de la matière. Et donc, on a chaque année ces fleurs qui rejaillissent. Alors qu'une fois que le gyrobroyeur est passé, vous voyez que je n'ai même pas pris la peine de m'arrêter en voiture pour prendre la photo tellement j'étais vénère sur le coup. Mais vous voyez que l'atteinte à l'environnement est quand même violente. Et le respect qu'on a de ces petites fleurs et des animaux qui en dépendent est quand même assez suranné. Voilà, à l'inverse, quand on se rapproche des métropoles et des espaces sur lesquels il y a un lobbying important des associations naturalistes et environnementalistes, dans lesquels il y a une acceptation plus marquée de la population des espaces non travaillés, peu travaillés ou naturels. Vous voyez cet espace qui est une prairie du parc de la Croix-Laval à Marcy-l'Étoile qui était tondue 15 fois par an, quoi, il y a quelques années de ça, une dizaine d'années, et qui aujourd'hui est fauchée simplement sur des couloirs dans lesquels on invite les gens à aller se balader pour aller se mettre au pied de l'arbre, pour aller pique-niquer, pour aller faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais en fauche tardive, à partir du 15 juillet, à ce moment-là, on produit du foin, donc l'espace est fauché, en maintenant une bande de quelques mètres, une bande de plantes herbacées, ce qui permet de toujours maintenir cette surface de plantes, une partie de la surface herbacée. Parce que c'est ça souvent le problème de la gestion, c'est quand on sort les machines, on fait la totalité du site. Ça coûte bien moins cher de faire la totalité plutôt que de faire que la moitié, de revenir, de nettoyer la machine, de la graisser, de remettre de l'essence, puis de revenir et de redécharger, etc. Bon, et ben, ce sont des contraintes, c'est souvent la problématique de l'écologie, hein, c'est des contraintes, et ces contraintes, pour autant, elles nous permettent de maintenir un espace herbacé qui est un espace de nourrissage, de refuge pour des papillons, pour des abeilles, pour des coléoptères, etc., et de ne pas supprimer 100% de la ressource disponible à un moment donné. Si on vient en milieu plus urbain, voilà un exemple d'une prairie à Rieux-la-Pape, qui n'est pas connue forcément pour ses prairies naturelles urbaines, mais pour lequel, sur le boulevard de Sermonaz et le boulevard de l'Europe, vous avez, enfin la prairie de Sermonaz et le boulevard de l'Europe, vous avez des prairies tout à fait intéressantes en termes de flore et de faune, puisqu'on y a fait l'inventaire et on y trouve des choses tout à fait sympathiques. Voilà quelques autres exemples de prairies en milieu urbain, avec une prairie un peu plus humide, là, avec de la cardamine des prés, magnifique au mois d'avril quand elle est en fleurs. Mais pour avoir ces espaces-là, il ne faut évidemment pas broyer sur place, sans ça on enrichit le milieu et puis les fleurs disparaissent, hein, les graines attendent, se mettent en diapause, attendent que le milieu s'appauvrisse, puisque si c'est trop riche en nitrates, à ce moment-là, ce sont les plantes nitratophiles qui aiment les nitrates qui vont s'exprimer. Et c'est quoi? C'est les graminées à grosses feuilles, c'est les grandes ombellifères blanches, c'est les orties, c'est les rumex. Bref, on perd cette diversité de flore que vous aviez dans les images précédentes. Alors, dans les villes, évidemment, dans les jardins, dans les parcs, mais aussi dans les maisons de campagne ou dans les forêts, il y a beaucoup trop de conifères. Il n'y a pas en France, le seul conifère indigène en plaine française, si on exclut le sud de la France et les montagnes, c'est l'if. Toutes les autres espèces de conifères que vous pouvez voir, les épicéas, les mélèzes, les pins, les cyprès, les thuyas, les cèdres, sont tous des exotiques. Et c'est quand même eux qui dominent, avec quand ils sont plantés en masse, eh ben, ils vont stériliser le sol par un dépôt constant d'aiguilles. On dirait que ça ne perd pas ses feuilles, mais si, en fait, ça perd toute l'année ses feuilles. Et vous avez après 10, 20, 30 cm d'aiguilles de pin qui ont stérilisé complètement le sol, donc plus rien ne peut pousser. Dans du même acabit, on retrouve les haies monospécifiques taillées au cordeau, que sont les haies de cyprès, les haies de thuya, et qui évidemment prennent la place d'autres espèces qui pourraient être beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup plus intéressantes, d'ailleurs pour lesquelles il ne serait pas nécessaire de mettre une barrière, parce que les haies traditionnelles qui sont plessées permettent d'avoir des espaces non franchissables par les animaux ou par les humains, sans utiliser de métal, de plastique, de plantation de piquets, et sans avoir à tailler comme ça, puisque c'est extrêmement chronophage, ces espaces-là.
Alors, comment on fait? On peut, encore une fois, laisser les choses se faire. Voilà le parc de Paris qui est extrêmement jardiné parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, sauf cette petite partie pentue qui fait la jonction entre la partie haute et la partie basse, trop pentue et qui finalement a été un peu compliqué à gérer, qu'on a un peu laissé à l'abandon. Eh bien, c'est là-dedans qu'on a l'espace le plus sauvage de tout le parc, puisqu'évidemment, il n'est plus traité. Et on remarque qu'à peu près de partout poussent spontanément des graines dans ce milieu qui se revégétalise, dans ce milieu riche en carbone, vont pousser des graines, comme vous avez des exemples ici, d'érable sycomore, d'érable plane, de tilleul, de frêne, de chêne, de buis, etc. Mais bien évidemment, le pendant, c'est que les exotiques sont aussi capables de se régénérer. Et vous avez là un chêne d'Amérique ou un élante, vous avez un laurier cerise, là, ou pareil, un chêne d'Amérique qui est en train de germer. Donc évidemment, la régénération est aussi spontanée. Donc pourquoi, je vous le redis, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de planter des arbres, notamment dans les villes? Pour cet aspect paysager, esthétique, cette attractivité touristique, mais aussi pour tempérer le climat, l'ombrage, l'évapotranspiration, aussi pour la biodiversité en termes de gîtes, de refuges, de ressources alimentaires. Et bien évidemment, c'est souvent un élément qu'on met même en premier auprès du public, des élus, des techniciens, c'est l'argument qui est lié à la santé physique, la santé morale, le bien-être qu'on a à être entouré d'espaces végétalisés et notamment d'espaces arborés. On est originellement une espèce forestière et on sait qu'en 2 minutes, quand on met un urbain dans une forêt, son rythme cardiaque et sa tension chutent significativement et donc on peut bénéficier de ces rôles aussi en ville si on leur laisse un petit peu de place. Au-delà de ces effets, les arbres, les haies, les bosquets, les massifs vont jouer des rôles mécaniques intéressants, ils vont casser la vitesse du vent, ils vont stocker de l'eau et la redistribuer en période de sécheresse, ils vont jouer un rôle biologique d'attraction évidemment primordial et évidemment embellir le paysage. Alors voilà quelques petits schémas pour vous montrer ces éléments chimiques, hydriques, physiques et hydriques de la haie. Voilà une autre petite image pour vous montrer les effets biologiques de la haie, puisqu'il y a une foule d'animaux qui vit à différents niveaux, à différents endroits, à différents moments du jour ou de la nuit. Et voilà un autre petit schéma qui vous montre la distance à laquelle les animaux sont capables de s'éloigner d'une haie lorsqu'ils habitent dedans. Je prendrai juste un petit exemple que je reprends classiquement, qui est au milieu, qui est la pygrièche écorcheur. C'est un petit bandit masqué, la chasseur d'insectes, qui empale sur des lardoirs ses proies et qui hiverne en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'arrivée à l'automne, elle traverse la France, la Méditerranée, le Sahara, et elle va hiverner au sud du Sahara. Donc, elle sait voler, pas de problème. Sauf que quand elle est installée en France, elle navigue simplement à 50 mètres de la haie. Donc, vous comprenez qu'en détruisant le maillage de bocagers et en élargissant, en agrandissant les espaces entre les arbres et entre les haies, même des animaux qui sont des voiliers importants ne sont pas capables de s'installer durablement dedans. Donc, évidemment, s'agissant des insectes, la problématique est tout autre, vous l'aurez deviné. Donc, quoi planter? Il y a différentes modalités de haies. Je saute là-dessus, vous pourrez lire ça à tête reposée. Et quand on parle d'arbustes, qui est quand même la strate qui manque essentiellement dans les jardins, dans les parcs, dans les systèmes agricoles, je vous invite à sortir et à regarder, il manque systématiquement cette strate-là. La strate herbacée, la strate arborée y est, et il manque la strate intermédiaire qui est la strate arbustive. Mais c'est quoi la strate arbustive? C'est ni plus ni moins que des fleurs, et des fleurs en grosse quantité. Vous voyez, ce sureau a été planté 5 ans en avance, là, 5 ans avant cette photo. Mais c'est une quantité, une diversité de fleurs, de fruits, de feuilles. Donc fleurs pour nourrir les adultes, fruits pour nourrir des insectes ou des oiseaux, feuilles pour nourrir les larves de papillons, par exemple. Mais c'est aussi le sureau qui est une unité de production d'auxiliaires, puisque les sureaux vont être remplis au printemps, et allez voir ça d'ici quelques semaines, remplis de manchons de pucerons spécifiques du sureau, qui ne vont pas sur une autre plante que le sureau. Par contre, les coccinelles, les micro-hyménoptères, les perce-oreilles, les cirques, les chrysopes, tous ces prédateurs et parasites des pucerons vont venir s'installer sur le sureau et donc vont disperser dans l'environnement et pouvoir protéger les cultures et les plantes environnantes. Donc, pour avoir des cirques adultes, certes, il faut des fleurs pour nourrir les adultes, mais il faut aussi des pucerons pour nourrir les larves. Pour les cirques aphidiphages, mais vous vous rappelez que c'est que la moitié des espèces et que d'autres vivent différemment. Voilà un petit massif d'épineux et de ronciers dans lequel l'arboriculteur a stocké ses branches au fur et à mesure des années, les branches qui étaient coupées. Et ben, ça fournit des espaces de nidification, de refuge, de nourrissage sauvage au milieu de ces cultures, tout à fait intéressant pour les pollinisateurs et pour les auxiliaires. Et donc, ça permet de protéger ces cultures et d'augmenter la pollinisation et donc la production fruitière dans ces cultures.
À l'inverse, à l'opposé, voilà un exemple d'une haie en milieu urbain qui est très taillée au cordeau, mais qui est faite uniquement d'espèces indigènes. Hein. C'est des cornouillers, de l'aubépine, du fusain, voilà, des érables qui sont taillés, mais qui remplissent à la fois cette fonctionnalité esthétique et à la fois cette fonctionnalité biologique. Voilà, d'autres exemples de haies champêtres en bord de champ, chez un maraîcher bio, dans un champ de colza à côté de Die. Bon, voilà, vous voyez que quand on parle d'une haie, hein, c'est vraiment des arbres de 15, 20, 30 mètres de haut, des arbustes de 3, 4, 7 mètres de haut et une zone herbacée. Et au sol, une zone mucinale avec la mousse, les champignons, les pierriers, les mares, etc. Alors, comment est-ce qu'on plante ça? On peut laisser faire les choses, ou bien quand on a des zones à reboiser, on peut tout à fait inciter le public, accompagner le public, lui fournir les conditions techniques, les connaissances, les moyens, la récolte ou l'achat en fonction des modalités, et embarquer des enfants, des MF, des maisons familiales rurales, des lycées agricoles, comme c'est le cas ici, et aller planter des kilomètres de haies chez les paysans pour aider la paysannerie à reprendre en main les espaces non productifs qui sont des espaces nécessaires à leur outil de travail pour la protection contre le vent, contre le dessèchement, pour la pollinisation, pour l'accueil des prédateurs, etc., etc. On peut le faire aussi avec des bénévoles. Hein. Là, on l'a fait avec Odineo, un centre qui s'occupe de personnes handicapées, et on a pu, avec les encadrants, avec les familles, planter aussi quelques kilomètres d'arbres. D'ailleurs, ils continuent sans nous maintenant chaque année, et je les en félicite parce que c'est assez extraordinaire tout ce qu'ils font. Et si on doit acheter, eh bien, il existe une marque collective qui est pilotée par l'OFB, qui s'appelle Végétal Local, dont la France a été découpée en 11 régions biogéographiques. Et vous pouvez trouver sur ce site donc, les listes d'espèces de plantes pour les haies, les listes d'espèces de plantes messicoles, les plantes herbacées pour les jachères fleuries par exemple, et les listes de plantes de zones humides, avec les fournisseurs qui sont capables de vous donner, de vous vendre, plus que de vous donner, des plantes issues de cette région-là qui ont été récoltées dans différents milieux selon des conditions d'un cahier des charges assez strict. Et donc, c'est là où on fait appel à des espèces et des essences et des individus très locaux qui vont être adaptés et fournir les meilleures ressources pour la faune environnante. Je ne m'étends pas sur les bosquets comestibles qui sont toutes ces plantes qu'on peut consommer au-delà des pêchers, poiriers, pommiers, groseilliers, salades et compagnie qu'on connaît tous. Grosso modo, 90% de l'alimentation humaine est représentée par 30 ou 35 espèces, alors qu'on en a 6 à 7 000 comestibles. Eh bien, c'est ça l'idée, c'est de faire dans ces espaces-là, en milieu périurbain, pas dans la forêt, mais dans des milieux urbains et périurbains, faire des boisements dans lesquels on va avoir des pêchers, des pommiers, des poiriers, mais aussi des frênes ou des tilleuls qui sont comestibles, mais aussi des ronces qui sont comestibles. Donc là, on est dans le fruitier classique, l'arboriculture, on est dans l'indigène, mais on peut aussi y rajouter des arbres à faisans, des arbres à salade, tout un tas de plantes exotiques, d'arbustes exotiques qui fournissent aussi des ressources alimentaires tout à fait intéressantes. Voilà un chantier avec des bénévoles à l'éco-centre du Lyonnais. C'est le chantier de l'année dernière, il a augmenté cette année, on a augmenté la surface. Et voilà le résultat où on a planté sur l'éco-centre, sur les 2 hectares qui sont là, près de 2000 arbres, un peu plus, on doit être à 2100 arbres posés. Alors ça paraît extraordinaire, mais ça ne l'est pas du tout. Et sinon, on peut, donc c'est ça qu'on accompagne aussi sur les marathons où on plante des haies sur les espaces visibles, mais quand on est un petit peu rentré, on peut en fait laisser faire la nature. Comment est-ce que les arbres poussent et germent tout seuls? Ils germent en lisière de forêt. Pourquoi est-ce qu'ils germent en lisière de forêt, comme sur la photo en haut à droite? Parce qu'il y a des feuilles, des branches qui tombent au sol. Et donc ça charge le sol en carbone et ça permet aux graines d'arbres de germer et de pousser. Et donc c'est ça qu'on reproduit avec ces fameux haies de Benge, qui sont des haies sur lesquelles on va amasser de la matière organique carbonée qui va se décomposer dans le sol et qui va fournir les conditions pour que les graines germent, mais fournir aussi les supports sur lesquels les oiseaux vont pouvoir se poser et fienter les graines des arbres environnants sur le modèle environnant, et donc de recréer une haie tout à fait naturelle. Exemple à l'appui, voilà 2 haies. À droite, vous avez une haie qui a été plantée, et à gauche, 2 ans après la plantation de ces haies, les services des espaces verts se sont dit, tiens, arrêtez de faucher les 2 mètres ou 3 mètres à côté de la haie qu'on a plantée. Eh bien, il y a une haie spontanée qui est sortie et vous voyez qu'elle est déjà bien plus grande que la haie plantée. Parce qu'évidemment, quand ça germe tout seul, ça met un peu plus de temps à démarrer, mais c'est sans commune mesure en termes d'efficacité, puisque les racines n'ont jamais été cassées, jamais été coupées, et la plante qui a germé, elle est là au bon endroit, au bon moment. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons arbitrairement avec notre gros cerveau, aussi intelligent soit-il, mais c'est la nature qui laisse ou qui aide ou qui permet de faire ce qui est nécessaire de faire correctement.
Voilà, je vais rapidement sur ces points-là parce qu'on peut aussi produire au travers des bosquets comestibles, forêts comestibles, mais aussi produire sur les espaces privés, dans un potager, en mutualisant notamment le matériel et le temps. Sur l'espace public, on peut demander un contact à la mairie et aux espaces verts pour avoir un espace qu'on gère dans un parc urbain ou dans un jardin public. On peut aussi s'impliquer, et on doit, à mon sens, s'impliquer financièrement pour soutenir les paysans, puisque c'est une des principales causes de la chute de qualité de l'agriculture, c'est d'être pris à la gorge et de vouloir produire des espèces, des variétés qui ont été clonées, qui sont uniformisées, qui ne font plus appel ni aux connaissances séculaires et à la sélection séculaire des paysans, ni au prix qui va avec, parce qu'il va falloir, comme on l'a dit tout à l'heure, augmenter la main-d'œuvre pour pouvoir et exiger la qualité pour pouvoir réduire les impacts physiques et chimiques sur le territoire. Petit exemple, en plein milieu de Lyon 9e, d'une petite asso qui s'appelle Ostara. Vous voyez son potager. Eh bien, je vous le mets 2 ans avant. Voilà le terrain qu'ils ont récupéré, un terrain bien dégueulasse entre 3 immeubles. Et voilà en 2 ans ce qu'ils ont fait en le modifiant, en plantant. C'est un jardin qui est planté sans eau. Donc, les germes qui sont dans la serre, évidemment, qui sont les plantes qui sont en train de pousser, les jeunes plantules sont arrosées. Quand ils sont plantés en terre, ils sont arrosés pendant les 2 premières semaines. Mais ensuite, de tout l'été, il n'y a pas du tout d'arrosage dans le jardin et ils ont des productions tout à fait intéressantes en utilisant du bon sens. C'est ce que fait la nature. Si on va voir dans les jardins, souvent c'est ça, je vous l'ai dit, de la pelouse avec des arbres exotiques. Donc, pas grand intérêt puisque les arbres ne poussent pas sur la pelouse, ils poussent en forêt. Donc, c'est-à-dire ensemble avec du carbone et de l'humus au sol. Certainement pas de la pelouse. Voilà un autre jardin que je connais bien puisque celui-là, il est juste derrière moi. Voilà le jardin il y a 10 ans, extrêmement pauvre. Et voilà le même 10 ans après, dans lequel on a permis à des arbres, à des arbustes, à des plantes herbacées de pousser et de donner ce foisonnement de vie où on a aujourd'hui plus de 300 espèces de plantes, une cinquantaine d'abeilles, on est loin d'avoir fait le compte, on doit être à pas loin de 200 papillons, une quinzaine de mammifères, une cinquantaine d'oiseaux, enfin voilà, c'est assez flagrant. D'ailleurs, on va aller sur la gauche de la maison, le voilà il y a 10 ans, et voilà la gauche de la maison il y a 2 ans. Vous voyez que ça a quand même largement évolué. Et plus globalement, les jardins, et là aussi, c'est des ressources non négligeables sur lesquelles on peut influer auprès des agriculteurs, puisque ça ressemble à du maraîchage conventionnel, mais auprès du grand public dans son jardin du dimanche. Un jardin dans lequel on trouve tout ce qu'il ne faut pas faire. Des haies qui sont taillées, des arbustes surtaillés, des zones qui sont infranchissables physiquement, un terrain sans bosse, sans trou, sans pierre, sans bois, un truc très uniforme et très plat, un terrain à nu, des rangs monospécifiques, tout ce qu'il ne faut pas pour faire de l'agriculture et pour avoir une vie et une durabilité des organismes, à l'inverse de ce jardin que je connais bien, parce que c'est toujours le même, qui est juste derrière, et dans lequel vous allez trouver l'ensemble des composantes, des strates, des sinuosités, des trous, des bosses, des pierres, etc., qui vont fournir des zones de refuge et d'alimentation à la faune environnante. Voilà, vous retrouverez tous ces éléments dans des petites vidéos qu'on a faites en 2020, parce qu'on était bloqué par le Covid. Du coup, on a demandé à nos financeurs si on pouvait faire des vidéos à destination des paysans, du monde agricole et des jardiniers. Donc, il y a la mosaïque d'habitat, les prédateurs et parasitoïdes, les recycleurs, les pollinisateurs et accueillir les auxiliaires. Tout est disponible sur notre chaîne YouTube avec des témoignages de paysans et d'agronomes. Et je vous invite à aller voir ça. Je vous ferai passer les liens et surtout à les transmettre à vos étudiants, à vos amis, à vos collègues, à vos paysans. Ce ne sont pas les naturalistes et les scientifiques qui disent « il n'y a qu'à faucon ». C'est qu'on a une approche technique, une approche scientifique de la problématique, mais les paysans ont une approche pragmatique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a le regard des 2 types de personnages. Voilà, je passe très vite sur l'éco-construction, mais rappelez-vous que dans les bâtiments, on peut aussi agir sur le bâti, sur le toit, sur les murs, agir sur l'inclusion d'aménagements de gîtes et de refuges et qu'on peut réduire les dangers. Alors, ça veut dire, évidemment, sans rentrer dans les détails, végétaliser le toit, végétaliser les murs, inclure des nichoirs pour les oiseaux, les chauves-souris ou les insectes dans les murs, à la construction, à la rénovation, à l'isolation. Réduire et prévenir les dangers que peuvent représenter les vitres pour les oiseaux, mais pour les pollinisateurs, même si on le voit moins, mais les insectes qui volent et qui se prennent une vitre, en général, ils finissent au pied, ou encore pire, quand ils sont à l'intérieur, ils n'arrivent pas à ressortir. Il faudrait qu'on réfléchisse aussi à ça. Et puis l'éclairage nocturne, qui dépend souvent des bâtiments et des zones urbanisées, c'est une palissade ce que je suis en train de dire, mais on a vu les effets. Dernier point dans les bâtiments, c'est toutes les cavités dans lesquelles les animaux ont tendance à les fouiner. Et évidemment, quand ils sont dans un long tube de plusieurs mètres de haut, une fois qu'ils sont rentrés, c'est terminé, ils ne pourront plus jamais ressortir. D'ailleurs, les poteaux France Télécom, une fois que la LPO s'est mise à boucher comme on voit là, le petit écureuil, boucher le haut de ces poteaux, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs mètres d'animaux fossilisés à l'intérieur.
d'oiseaux, de mammifères, etc., qui étaient tombés et qui ne peuvent pas ressortir. Donc voilà, il est temps de prendre soin de notre nature, de faire attention à ces éléments et qui, s'ils sont légiférés, si on impose aux industries, aux industriels et aux artisans un certain nombre de techniques, quitte à les accompagner financièrement, notamment je pense aux artisans, pas forcément aux industriels, on pourra changer un certain nombre de problématiques. Donc pour aller plus loin sur des guides, il y a le guide de la LPO que je vous ai présenté, il y a le guide d'UrbanBiz qu'on a fait avec l'INRA entre 2010 et 2015, et puis il y a ce guide et d'autres d'ailleurs produits par Nature par Yves qui font un super boulot sur les gestions écologiques des espaces publics, des cimetières, etc., etc. Vous retrouverez une page avec de nombreuses ressources qui ne sont pas du tout exhaustives, mais en voilà quelques-unes. Je vous en ai parlé d'ailleurs de certaines à l'instant, notamment du vivant dans les champs. Mais je vais finir, la dernière partie que je vous expose, c'est ce diag pollinisateur, et j'aurai fini à l'heure, ce sera parfait, même si c'était un petit peu rapide, où on a décliné 3 versions en partant d'une version pour les professionnels, pour les espaces verts, pour qu'ils puissent évaluer leur terrain. On l'a adapté pour les jardins, le grand public, qui peut aussi le prendre et le faire dans un espace vert public et aller à la mairie pour revendiquer un certain nombre de modalités de gestion ou d'aménagement pour favoriser la biodiversité. Et on a fait une version enfant, plus ludique, dans laquelle les enfants et leurs encadrants, notamment leur instit ou leurs profs quand on est au collège, peuvent prendre en main. Alors il y a des jeux, etc. Je vais vous les présenter très rapidement. Voilà le guide pour les espaces verts. Donc, c'est une évaluation au travers du regard des besoins, des besoins des pollinisateurs en termes de ressources alimentaires, de ressources de nidification, d'espaces d'hivernage, d'espaces d'estivation, de corridors, etc. C'est qu'est-ce qu'on a dans le jardin ou dans l'espace vert qui peut servir de façon positive aux pollinisateurs. Donc, je vous redis que c'est une entrée au regard des pollinisateurs, mais que les mesures, les aménagements et la gestion qui est proposée, évidemment, est bien plus largement adaptée à une biodiversité, tout groupe confondu. Voilà, dans la première partie de ce guide, on va évaluer le pourcentage d'espaces qui sont végétalisés, puis le pourcentage d'espaces qui est indigène. On a vu pourquoi l'indigénéité était importante par rapport à l'exotique en termes de ressources alimentaires. On va aussi pouvoir évaluer toutes les ressources alimentaires qu'il va avoir au cours de la saison en fonction des différents milieux. Donc, vous avez des listes et des coches et des points à récolter, mais aussi les espaces de nidification. Alors, pour la nidification, c'est essentiellement les abeilles et les autres hyménoptères, mais les refuges hivernaux ou les refuges estivaux, c'est bien plus largement d'autres groupes de pollinisateurs. Et puis, le petit guide que je vous amènerai, que j'apporterai plutôt la prochaine fois quand on se verra en vrai, dans lequel vous trouvez le pendant, les mêmes éléments d'analyse qui sont plus tournés grand public avec un peu moins d'approche technique. On a essayé d'élargir ça pour des non-spécialistes des espaces verts qui puissent comprendre ces problématiques et les prendre en main, et dans lequel sont proposées tout un tas de mesures d'actions en faveur des pollinisateurs, et je vous le répète encore une fois, qui sont des actions intéressantes pour la biodiversité bien plus largement. Voilà, le dernier diag, c'est le diag pour destination des enfants qui a été réalisé par Lucille, qui est un excellent diagnostic, plutôt marrant et ludique et tout à fait intéressant comme approche, où on va pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que le fast-food, le bistrot, qu'est-ce que c'est que l'hôtel, le motel, enfin tous ces espaces qui peuvent être utilisés par les insectes pollinisateurs, et comment, encore une fois, on peut modifier sa cour d'école pour en faire un élément relatif à la vie, relatif et utile pour la vie sauvage. Voilà, il va falloir conclure. Et conclure, vu que j'ai été vite, c'était il n'y a pas très longtemps que je vous l'ai dit, comment est-ce qu'on fait ? On propose des solutions simples qui sont fondées sur la nature, qui consistent à renaturer, à utiliser la banque de graines spontanées et à laisser la nature faire plutôt que toujours vouloir faire, hein, laisser faire. Mais pourquoi pas augmenter ou accélérer le processus en recopiant ce que fait la nature, par exemple en récoltant des graines, par exemple en achetant du végétal local. Donc, s'agissant des plantations de ligneux d'arbres et d'arbustes, ça veut dire laisser les espaces se reconstituer. Si on doit planter, et on plante en indigène et en local, il faut aussi diversifier les plantations, les strates, les contours, éviter les zones trop rectilignes, trop droites. Laisser des espaces en libre évolution, ce seront les espaces les plus riches, et différencier les modalités de gestion dans l'espace et dans le temps pour toujours conserver des ressources à tout moment de l'année. S'agissant du fleurissement, les prairies, pelouses, talus, ourlets, là encore une fois, laissons la banque de graines s'exprimer. Il y a une flore spontanée la mieux adaptée. S'il y a besoin d'ensemencer parce que le milieu est perturbé, le milieu a été pollué, le milieu a été très travaillé, ou c'est de la terre ramenée, ou on est dans un contexte très urbain, on peut planter en semences locales, ça veut dire aller les récolter ou les acheter chez Végétal Local. Et donc, en termes de gestion, on fauche tardivement, pas tout en même temps, on exporte la fauche, ou bien on met de temps en temps du pâturage pour changer les modalités de gestion, jamais d'amendement dans les prairies.
Les bosquets et les haies doivent être installés autour puisqu'on est dans un système bocagé. Et vous l'avez vu, le climax, c'est la forêt. Donc, même s'il y a des clairières ou des prairies, il faut qu'il y ait des zones ligneuses aux alentours. Et les points d'eau, comme vous l'avez vu, les 2/3 des points d'eau ont disparu en France. Et ce sont les biotopes les plus riches dans les milieux tempérés. Donc, évidemment, il est plus que nécessaire de les réhabiliter. Voilà, favoriser les pollinisateurs, en résumé, ça veut dire des essences indigènes, végétaliser partout où on peut. Ça veut dire une végétalisation et un florissement approprié pour l'alimentation, des habitats favorables, diversifiés et connectés pour la nidification. Ça veut dire modifier, étaler dans le temps les modalités de gestion, ne pas tout réduire au même moment. Ça veut dire laisser des zones en libre évolution qui évolueront le plus efficacement possible et laisser ou ressalir les milieux, surtout ne pas les nettoyer du bois mort, des pierres, des tas de bois, de sable, etc., puisqu'elles jouent un rôle important. Et pour le faire, on a besoin de vous, on a besoin des naturalistes, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin, et donc c'est un avis de mobilisation générale, on a besoin de l'agriculture et c'est indispensable, il faut l'accompagner financièrement au travers de nos impôts et au travers des entreprises qui se sucrent sur la nature depuis des décennies pour rendre un outil de travail fonctionnel à l'agriculture, mais il faut aussi les espaces publics, les bords de route et les espaces privés que sont les espaces verts d'entreprise, les jardins résidentiels, les copropriétés, les habitats collectifs, les pieds d'immeubles, les jardins privés, les jardins partagés. Bref, on en a de partout, tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, on m'a dit de proposer une diapositive qui concluait, qui prenait les 10% des 10%, ce qu'il fallait absolument retenir, c'est en 5 points. C'est 1, on conserve et on protège l'existence qui est fonctionnelle. 2, on déminéralise, on désuniformise, on débétonise pour reproduire la mosaïque d'habitat. 3, on gère les sols et l'eau en les protégeant, en les nourrissant. 4, on végétalise, on plante en masse et on assure une gestion différenciée dans l'espace et dans le temps. Et 5, on connecte les milieux. Avec ça, on pourra et on se retrouvera tout à fait, puisque je vais finir par cette citation que nous disait Robert Hénard, un naturaliste et philosophe suisse il y a une 50aine d'années. Un jour viendra, et plutôt qu'on ne le pense, où le degré de civilisation se mesurera non à l'emprise sur la nature, mais à la quantité, à la qualité, à l'étendue et à la sauvagerie de nature qu'elle laissera subsister. Et je pense qu'on y est et qu'aujourd'hui, c'est une réelle plus-value pour l'humanité, pour sa santé, pour l'attractivité touristique, pour le paysage et plus simplement le bonheur de regarder l'herbe pousser et compter les cailloux, de laisser de la nature le plus possible autour de nous. Mais comme il faut laisser la parole aux enfants, eh bien voilà ce qu'ils nous disent les enfants. Il est peut-être, je me permets de rajouter le peut-être, encore temps, mais c'est maintenant. Tous ensemble on peut, mais il va falloir qu'on secoue violemment cette société qui est dans une passivité assez effrayante de nos jours. Je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait disponible pour discuter avec vous maintenant. Merci Hugues. Alors, il y a eu quelques petites questions dans le chat.